Et salut et bienvenue une nouvelle fois sur le Twitter Talk Show, j'espère que vous êtes contents d'être là. Nous on est un petit peu en demi-teinte ce soir parce qu'il y a eu une victoire certes, mais avec quelle manière, on va y revenir ce soir dans le talk. Donc pour faire ce talk, je suis avec Akian, salut Akian. Salut tout le monde. Je suis avec John Vador, salut John. Salut. Je suis avec Gunther, salut Gunther. Salut le poteau. Je suis avec FX, salut FX. Salut Julien, bonsoir à tous. Et je suis avec notre invité du soir, salut Pof. Salut. Moi, on m'a oublié, moi. Ah, et... Ça c'est prévu. Éclipsé par Pof. Il n'y a pas la place pour 2 joueurs d'échecs ici. Non, c'est tout simplement que comme tu es un peu transparent en ce moment, tel Mitroglou, je me suis dit je vais t'oublier un petit peu. Non, salut Zempe, excusez-moi. Salut tout le monde, merci de me présenter. Excuse-moi, Zempe. Donc pour le sommaire, vous l'avez à l'écran, mais je vais quand même vous le lire un petit peu. Donc on va faire le débrief tactique de l'ILOM. On va se poser la question si on va retenir réellement que les 3 points et aller peut-être un petit peu plus loin dans le débat pour se demander est-ce que c'est que ce match-là ou est-ce que ça fait quelques temps que c'est le cas. On va faire un petit focus comme d'habitude sur les joueurs. On va faire une petite interview de notre invité POF. Donc vous pouvez dès à présent poser vos questions sur le hashtag du TweetOM Live ou sur le chat. Nos modérateurs vont se faire un plaisir de remonter les questions. La causerie des TweetOM, on vous fera un merci dedans. Et enfin, les questions des auditeurs. Donc on va commencer tout de suite, partie 1. Donc je vais poser la question habituelle à tout le monde. Je vais commencer par toi, Pof, puisque tu es l'invité. Comment tu sentais, toi, ce match avant même qu'il ait lieu? Qu'est-ce que tu attendais de l'équipe, tout simplement? Victoire, comme d'hab. Moi, quand à chaque match de l'OM qu'on joue, c'est toujours victoire avant le début du match, y compris contre Paris et n'importe qui. Et là, d'autant plus, vu la situation de Lille. Alors, je sais qu'il faut pas se fier au classement, ils étaient 19e, machin, bon. Mais oui, victoire, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'on gagne pas. Si on gardait le même état d'esprit que contre Paris, on pouvait que gagner. Donc, j'étais plutôt confiant, bien que il y ait toujours les sempiternelles personnes qui nous disent oui, l'OM ils sont champions pour relancer les morts vivants, alors du coup nanana, Lille ils vont jouer comme le Real, machin. Non, je pensais pas. Moi je partais peu sur une victoire de l'OM. On y reviendra sur cette dernière phrase parce que moi je suis complètement d'accord avec ce que tu sous-entends, c'est-à-dire moi je suis pas pour dire que l'OM relance les cadavres, mais plutôt que l'OM baisse du pied et que les autres ils en profitent tout simplement. Ils font jamais le match de leur vie. Bref, on y reviendra plus tard. Est-ce que quelqu'un déjà a une proposition différente que celle de Pof ou Vas-y, Akian. Bah vas-y, Akian, après. Je vais laisser la parole à Zempe parce que tu l'as un peu abandonné lors de la présentation. Vas-y, Zempe. Allez, vas-y, Zempe. Bon, maintenant, me donne la parole quand je ne la demande pas. Moi, je m'attendais quand même à un match, je vais pas dire piège, je vais pas dire compliqué, parce que ça, c'est un peu les mots que j'emploie un peu trop souvent, mais je m'attendais déjà à une purge, franchement, je vais pas vous mentir. Je m'attendais au match avec pas mal de déchets, beaucoup de combats. Enfin, quand tu vois Lille jouer ces derniers temps et quand tu vois l'OM face à ce genre d'équipe, voilà, je m'attendais pas à grand-chose. Je me suis dit qu'on avait quand même des absents importants et que Lille allait avoir à cœur de se relancer. Donc je me suis dit que ça allait pas être facile. Par contre, j'aurais pas accepté autre chose qu'une victoire. C'était logique et totalement normal. Ouais, Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Zempe, moi je m'attendais à un match déjà tactique parce que j'avais vraiment peur que Garcia ne soit pas à la hauteur, en tout cas en début de match. Et pour moi, il l'a été, mais j'avais peur que Bielsa nous sorte encore son petit truc du chapeau. Et justement, le fait que Lille soit dans le dur, une bête blessée, tu sais, quand le lion il est à terre et que finalement tu t'y approches, et finalement c'est là où il te mord la gorge. Ben, j'avais un peu peur de ça, et énormément peur même. Donc moi, c'était plutôt, là j'ai envie de le dire, le match piège par excellence. Et on a su faire ce qu'il fallait en début de match, on en reviendra tout à l'heure, mais j'ai eu peur. Avant le match, j'avais peur quand même. Ouais, Fix, vas-y, ton avis aussi différent. Bah moi, j'avais des attentes de comptable, en fin de compte, par rapport au match de Strasbourg et du PSG. J'ai voulu vraiment que ce soit bonifié. Ce match nul, je voulais qu'il ait un sens. Donc, en fait, j'ai vraiment attendu 3 points et réellement et uniquement que 3 points. L'art et la manière, j'espère qu'on fera une série. Et pour faire une série, ça passait effectivement que par 3 points. Donc, j'avais pas d'attente dans le jeu. J'avais que des attentes comptables. Là, je voulais de l'efficacité. D'accord, tout simplement, on va un petit peu poursuivre dans le raisonnement.
je sais pas si vous avez vu, mais au début du match, il y a une espèce de bataille tactique entre Marcelo et Rudy Garcia. Donc on sait très bien, on connaît l'animal en se disant que si on passait à 2 attaquants devant, il allait passer à 5 défenseurs derrière. Est-ce que c'est... je vais y aller directement, mais est-ce que c'est pas à ce moment-là, quand on est passé dans un 4-4-2 que tout le monde réclame, qu'on n'a pas le mieux joué? Vas-y, Pof, par exemple. Non, alors enfin moi ce que j'ai vu c'est que on a effectivement commencé pour moi, alors il y avait 4-2-3-1 sur le papier, mais on a commencé avec Ocampos presque en deuxième attaquant. Je vais te le mettre, regarde, enfin, excuse-moi, c'est un peu enfin, la phrase peut être mal interprétée, mais je te le mets à l'écran, ce que tu veux dire. Vas-y. Mets-le moi, vas-y. Non, parce que on sait très bien que Bielsa, alors hier j'en ai parlé dans Mouille le micro, en fait Bielsa il a un problème avec quand tu joues à 2 attaquants, mais en fait c'est pas vraiment lui qui a un problème, c'est que comme il a comme philosophie de vouloir absolument jouer à 3, enfin un défenseur de plus que l'attaquant, que l'adversaire a d'attaquant, ça l'oblige à jouer en 3-5-2, enfin en 5-3-2, et le problème c'est que c'est une formation un peu complexe pour les jeunes joueurs. Donc du coup, le meilleur moyen de l'emmerder, Bielsa, c'était de jouer à 2 devant, et c'est ce qu'on a fait au début du match, jusqu'au but, ça a très bien marché. Et voilà, me semble-t-il qu'après le but, on a changé, on a reculé, au Campos, il est plus resté à sa place, Sanson, il était plus bas, et ça correspond pour moi au moment où on était moins bien. Mais en fait, Pof, il s'est passé un truc, c'est que d'habitude, quand Bielsa il fait ça, sa tactique, elle est bonne dans le sens où les joueurs sont habitués et s'installent directement dans la configuration requise rapidement. Sauf que hier, ils ont mis 5 minutes à comprendre ce qui se passait, et donc du coup, enfin, les joueurs, parce que Bielsa a dû le comprendre peut-être rapidement, mais les joueurs se sont pas placés correctement, du coup, on leur a fait mal. Et c'est là où je suis ravi de ce qu'a fait Garcia, parce que même si ça aurait pu ne pas marcher, au moins il a essayé, il a posé ses couilles sur la table et il a dit on va tenter ça, on va essayer de l'emmerder. Et avec les joueurs qu'il y avait en face, eh ben, ils n'ont pas été capables de répondre rapidement à la situation et du coup on les a bien dérangés. Parce que si on marque pas ce but, c'est peut-être pas le même match. Je vais poser la question à Zempe, mais Zempe, toi qui es notre expert tactique un petit peu, est-ce que tu trouves pas déjà qu'on faisait assez fréquemment les derniers matchs notamment, on jouait on va dire sur les phases déjà défensives en 4-4-2, ça c'est très très flagrant, mais est-ce que tu penses qu'on devrait aussi maintenant jouer en phase offensive en 4-4-2 et surtout d'un point de vue de l'effectif qu'on a quoi? C'est compliqué, franchement c'est compliqué parce que ça dépend de qui tu mets et dans quel rôle. C'est vrai que là, t'as Mitroglou, c'est bien de mettre quelqu'un à côté comme ça, proche de lui, qui va pouvoir tourner un peu, l'aider au pressing. Voilà, ça sera ton point d'ancrage un peu, Mitroglou. Avec Germain, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Même si c'est bien de mettre quelqu'un à côté de lui, il va falloir mettre forcément Ocampos, quelqu'un de physique, quelqu'un qui va pouvoir faire le travail justement pour lui. Donc c'est compliqué parce que dans cette équipe, tout change tout le temps. Tu peux avoir un Sanson exclusivement dans l'axe qui part de bas, tu peux l'avoir sur un côté. Donc franchement, c'est dur de trouver la bonne formule. Après, s'adapter à l'adversaire, c'est toujours un plus. Là, c'est ce qu'on a fait. Après, ça a marché plus ou moins parce que là, je vois quelqu'un parle limite d'une victoire de Garcia sur Bielsa Non, tactiquement. non, j'y crois pas. On J'ai a pas quand dit même ça, eu de la j'ai pas dit chance ça. que. Ouais, oui, il a Non, parlé non, de mais Violentin, mais ouais, voilà, j'abuse un peu, mais on a quand même eu de la chance que Lille ait pas vraiment abouti ses actions parce que même s'ils ont tenté pas mal de choses et qu'on a eu un grand Mandanda qui nous a beaucoup aidé, ils n'ont pas eu d'action extrêmement bien jouée, donc ça nous a un peu sauvés parce qu'on n'était pas si bien que ça dans cette organisation. je vais aussi poser une petite question tout d'abord au chat et puis FX va y répondre en même temps que vous nous donnez vos avis. Euh, Parlons un petit peu de la prestation de Mitroglou qui a été compliquée. Alors j'ai vu sur Twitter que beaucoup le saignaient, tout ça. Est-ce que toi tu as envie de le mettre tout de suite au pilori ou est-ce qu'avec un peu plus de retenue tu peux te dire que le mec a pas fait de vraie préparation, a que 3 matchs avec l'équipe dans les jambes et de toute façon on joue beaucoup trop bas avec un attaquant qui est censé être le point d'appui. Qu'est-ce que t'en penses de Mitroglou? Bah, pour l'instant, c'est trop difficile de le juger individuellement. On a la fâcheuse manie de maintenant depuis 3 matchs, on marque tôt, ça a été le cas contre Paris et Strasbourg hier, et on marque, on recule, et on recule beaucoup. À partir de ce moment-là, quand tu as un gabarit comme ça devant,
C'est vraiment compliqué. Là, c'est le profil NJ qui ferait du bien. D'ailleurs, même la rentrée de Germain a fait du bien parce qu'il y a un peu plus de profondeur. Du coup, il est puni par l'attitude de l'équipe globale à C'est ça. reculer. Donc, on peut pas le juger. On peut pas le juger. C'est un mec de surface. Et voilà, hier, on a pondu combien de centres Très peu. un nombre très, Et ouais, très peu. est-ce que je disais pas aussi, il y a quelques talks, FX, que d'avoir 2 faux pieds sur les côtés, on va pas avoir de centre de toute façon. Mais après, on verra d'autres statistiques qui nous montreront que Thauvin et Ocampos ont fait bien d'autres choses dans le match. Mais Mais ouais, on en a déjà parlé, ça sera le boulot en fait des latéraux. Hein, voilà, Sakai est à ma vie. Or, Sakai ne sait pas centrer, mais on n'a pas le système de jeu pour Mitroglou, mais on a presque un système de jeu pour aucun de nos attaquants. Ça, c'est un peu saoulant, quoi. On a vraiment des problèmes offensifs super récurrents. Et alors là, allez m'expliquer pourquoi on est la seule équipe à avoir marqué à tous les matchs de Ligue 1 jusqu'à présent. C'est juste hallucinant. Parce De qu'on est manière, meilleur. Parce qu'on est ouais. meilleur. Sans doute, ouais. Mais cette équipe, elle est bourrée de paradoxes. Hein. Il n'y a rien de rassurant dans le jeu, il n'y a rien d'abouti. À l'arrivée, on est la meilleure équipe à l'extérieur. On est l'équipe qui avons marqué donc à chaque match de Ligue 1. On a des super bonnes stats. C'est bourré on de les verra paradoxes. plus tard. On les verra plus tard. Mais je vais poser aussi une question à Pof. Est-ce que toi, tu trouves que, notamment, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens, j'essaie de faire participer ce que je vois aussi sur Twitter, qui pensent que c'est Garcia qui demande à ses joueurs de jouer super bas, et notamment après avoir marqué. Est-ce que toi, tu penses que c'est ça, ou c'est les joueurs naturellement qui veulent conserver un résultat? Enfin, est-ce que tu penses que c'est au top mentalement dans l'équipe? Alors, moi, l'impression que j'ai, et ça date pas du match d'hier, c'est que Garcia, en fait, j'ai l'impression qu'il a qu'une envie, c'est de jouer en contre. Et du coup, j'ai l'impression que chaque but qu'on marque, c'est une excuse, entre guillemets, pour jouer en contre. Alors ça a été déjugé par 2 choses. Pour moi, ça a été déjugé par le fait que Garcia, on l'a vu plusieurs fois dire monter, attaquer, jouer plus haut, machin pendant le match, et c'est déjugé par le fait qu'il met Mitroglou. S'il veut jouer en contre, tu mets NJ, C'est tu mets ça. pas Mitroglou. Mais malgré tout, j'ai l'impression que dès qu'on marque, on recule et on joue très bas, ce qui est pas forcément dramatique si tu as une équipe qui est montée pour jouer le contre avec de la vitesse devant, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est un truc que je comprends pas. Comme tu dis, je sais pas si c'est Garcia qui leur dit de reculer ou si c'est l'équipe qui fait ça. Alors à une certaine époque, on aurait pu se dire, bon, quand on n'était pas en confiance, on marque, on a tendance à reculer parce que voilà, on n'est pas en confiance, on joue la sécurité, machin. Mais là, théoriquement, on est censé être en confiance. Après les récents résultats, les victoires, le match contre Paris, etc., on est censé être en confiance. Donc je comprends pas vraiment pourquoi après le but, on est devenu fou comme ça. Ouais, c'est vrai ce que tu dis en fin de compte, parce qu'on a finalement statistiquement, on a pas mal de voyants au vert, mais en fait, dans l'attitude collective, on montre le contraire. C'est bluffant. Il y a un truc qui m'inquiète, c'est que tu gagnes 1-0 au bout de 5 minutes, c'est une bonne chose, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il reste derrière 85 minutes minimum à jouer. Et tu dois jouer la première mi-temps en sachant que tu as une seconde mi-temps derrière pour te rattraper. Tu dois la jouer à fond, cette première mi-temps, pour essayer de la plier le plus tôt possible. Et donc, tu arrives peut-être à la pause avec 2 voire 3 buts d'écart. Alors que là, on marque un but, boum, on recule. Alors qu'il reste 85 voire 88 minutes à jouer. Je comprends pas. Soit ils sont bêtes, soit franchement, ils ont rien compris au football, ces gens-là. Et là, ça m'inquiète par contre. Donc hier, j'étais énervé, ouais. Ouais, vas-y, Zephyr. Moi, tout a été à peu près dit, je suis d'accord avec tout. Juste, je pense pas que ça vienne de Garcia, moi, parce que j'ai l'impression que on commence plutôt bien nos mi-temps, nos premières mi-temps. On commence souvent mieux nos deuxièmes mi-temps aussi. Je pense que quand ils vont au vestiaire, Garcia les secoue, mais une fois qu'ils ont marqué ou une fois qu'il se passe quelque chose qui leur donne envie de jouer plus bas, de réduire les espaces, ou ben, ils le font en fait tout simplement, mais j'ai pas l'impression que ce soit une consigne de Garcia. Alors après qu'ils leur disent de jouer plus tranquillement Ouais. une fois qu'on mène au score, c'est possible, mais je crois pas que ça vienne de lui. Enfin, je pense pas qu'il ait une réelle volonté de jouer en contre, comme l'a dit Pof. De toute façon, ça se traduit pas par la compo, ça c'est sûr. On peut penser que Garcia est un bon entraîneur ou pas, mais on peut quand même penser qu'il est pas assez con pour préférer Mitroglou à NG pour jouer en contre. Donc je pense que vraiment c'est plus propre à l'équipe qui est pas encore totalement en confiance, qui a quand même en mémoire qu'elle a pris des sacrés raclés et qu'elle a connu des jours noirs où même les supporters étaient contre eux. Donc peut-être une crainte qui a du mal à s'effacer et il faudra du temps, mais je pense pas que ça vienne de l'entraîneur en tout cas. Non, ouais, je suis de ton avis en fin de compte, parce que hier, il y a eu une évidence, en tout cas, vu des tribunes,
En seconde période, dis donc, en seconde Période. période, waouh, la période, hein, j'étais dans le Nord hier, donc j'ai chopé un peu l'accent. Et en fin de compte, c'était le duo Luis Gustavo et Anguissa. En deuxième mi-temps, ils ont une toute autre attitude. Ils sont réellement rentrés dans le match, rentrés dans le combat, rentrés dans les duels. Et ça a changé un petit peu le profil du match. Hein. Ça, c'était quand même beaucoup plus équilibré. On avait réussi à remonter le bloc. Et la clé, ça a vraiment été ces deux joueurs-là. Donc, je pense qu'en première mi-temps, ce duo, en fin de compte, était sur le reculoir. Gustavo, à mon avis, avait pas encore la tête dans le match. Et en deuxième mi-temps, il est rentré dedans et son fidèle acolyte l'a suivi en fin de compte. Hein. Après pour Garcia, effectivement, je pense pas comme vous, je pense pas qu'ils disent à ses joueurs, vous avez marqué, reculez tous, défendez. Mais c'est aussi une question d'attitude peut-être. Tu vois, à Garcia, on sait très bien que c'est pas un entraîneur, c'est pas le genre à te motiver les mecs, à te les acharner. Allez, on va gagner, on va les tuer, etc. C'est pas le genre. C'est un mec pragmatique. Donc il se peut que dans son attitude, tu vois, il ait tendance à dire bon, quand on marque, les gars, on est tranquille, hein. Enfin, tu vois, il leur dit pas défendez, mais il leur dit Il n'arrive pas à les attention, transcender, ouais. voilà, attention à l'assise défensive, les gars, on reste bien en place, etc. Et peut-être que ça c'est perçu comme par les joueurs comme un truc, bon ben en gros on défend, quoi, on recule. Alors que s'il leur disait clairement, bon ben voilà les gars, vous si on marque, eh ben vous appuyez comme des fous parce qu'il faut qu'on en marque un deuxième. Voilà, là on verrait peut-être un peu du mieux. Mais pof, mais le truc, c'est que, enfin, faut savoir se rendre les matchs faciles. Hier, je suis désolé, qui d'entre vous n'a pas, les 10 dernières minutes, eu le cul serré avec la merde au cul prêt à tomber? Parce que sincèrement, Oui. c'était tendu. Donc, à un moment donné. Oui et non, c'était du tout double. Hein. On pouvait partir en compte. Rappelle-toi ce que nous fait Oui, Ocampos. oui, Hein. non mais je suis d'accord, mais la deuxième mi-temps, t'es qu'à 1-0, tu sais que t'as besoin de ces 3 points absolument, tu l'as dit si bien tout à l'heure, Sergent, donc je suis désolé, à un moment donné, tu dois te rendre le match facile, et en reculant comme ça, tu donnes des cartouches on a à serré les l'adversaire. fesses réellement en première mi-temps, parce que si Mandanda ne nous fait pas son festival, on refait le même match qu'à Strasbourg. Exactement. On va relancer Lille, qui pourrait même mener 2-1 à la mi-temps, et nous à devoir revenir à 2-2. Ça, on ne sait pas. Mais on n'a pas serré les fesses en deuxième mi-temps, puisqu'on est allé beaucoup plus au duel et au contact, et ce qui fait qu'on a quand même équilibré davantage les débats, et finalement, Lille a quand même quelque peu reculé. On a serré les fesses, que ce soit une Strasbourg en première mi-temps. Oui, quand je te dis que Garcia il fait ça, c'est pas je l'adoube pas en disant ça. Hein. Pour moi ce serait moi, je ferais autrement, mais c'est une tentative d'explication de pourquoi l'équipe elle recule. Après moi aussi, si c'était moi, je leur dirais vous marquez, après vous en marquez 2, et puis 3, et puis 4, et puis on attaque tout le temps. Oui. Le pressing est pas très bon dans cette équipe. Hein. Non, Non mais j'ai remarqué. Mitroglou il presse ça pas du tout. Mais il n'y a pas que ça, j'ai remarqué aussi que Garcia fait un travail assez axial et qu'il attend par exemple que les joueurs se déportent, coulissent en quelque sorte quand le ballon change d'orientation. Mais en faisant ça, tu es en retard de 5-10 mètres à chaque fois sur le porteur. Peut-être un peu le problème, ouais. Je suis d'accord, FX. Je vais juste je vous ai affiché à l'écran les statistiques, donc on s'est fait largement dominer, 64, c'est peut-être le plus mauvais match en termes de statistiques depuis le début du 4-2-3-1. Les équipes Bielsa, elles ont la possession, on le sait très bien depuis le début. C'est ça, mais on a concédé quand même 18 tirs, ce qui est très très mauvaise chose. Donc c'est vers là où je voulais en venir. Par contre, au duel, on est plutôt pas mal parce qu'on fait quand même 69 duels gagnés contre 69, donc c'était assez équilibré dans le duel. Maintenant, on fait juste un rapide détour sur les statistiques pour vous représenter comment le match s'est déroulé réellement. Mais moi, j'avais une question. On avait un débat en off, à tort ou à raison. Est-ce que le fait aussi qu'il y ait Evra sur ce côté gauche qui ne prend pas son couloir comme Amavi, qui est capable de te garder le ballon, de te percer une 2-3 lignes en rentrant vers le milieu, est-ce que ça n'a pas manqué aussi sur la conservation de balles Akian? Alors, je lisais ce que Gunter disait. Moi, Evra sur le côté gauche, de toute façon, m'a fait mal au cœur, sincèrement. Et c'est un joueur qui ne devrait plus jouer au football. À la place, j'aurais préféré voir un mec comme Bedimo. Non, sincèrement non. Je suis désolé, je préférais voir un mec comme Bedimo finalement titulaire quand Amavi ne veut pas être là. Mais Evra, c'est plus possible. Il est plus du tout dans le coup, que ça soit en repli défensif ou même en apport offensif. Il essaye au début du match parce qu'il a encore le jus, mais dès que les minutes passent, c'est terminé. Il est plus dans le coup. Je suis d'accord avec toi en fait. Pour le haut niveau et l'exigence du résultat, il est plus vraiment dans le coup. Là, il serait bien pour de la petite Ligue 2 anglaise ou même un championnat exotique où il toucherait bien sa mise. Mais vraiment pour du niveau de concentration que ça nécessite, là il ne peut plus. Et hier, effectivement, aucune action remonte sur le côté gauche. Hein. C'est jamais.
Alors, on sait Ah, que. Vas-y, Vas-y, Pof, vas-y. on sait que c'est ton ami, donc vas-y. Ouais, tout le monde sait que j'aime beaucoup Evra, hein, que c'est mon meilleur ami. Non, mais enfin, moi, ce que j'ai tendance à dire, parce qu'on entend toujours un peu les mêmes choses avec Evra, on entend qu'il a plus le coffre, qu'il est plus au niveau parce que il est trop vieux. Mais pour moi, c'est au-delà de ça. C'est même pas une question d'être trop vieux ou c'est qu'il est nuisible au jeu parce qu'il se place n'importe comment et n'importe où. Parce que moi je dis toujours sur Evra, écoute, tu es vieux, tu arrives pas à courir, eh ben c'est pas grave, reste à ton poste. Mais le problème c'est que même pas à son poste il reste. Et c'est pas des problèmes de retour qu'il fait pas après des montées, il fait pas de montées, ça veut dire qu'il est jamais bien placé, jamais au bon endroit. Et ça, je persiste et je signe, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'attitude. Bah, j'allais te poser la question, est-ce que tu penses qu'il a perdu du fighting spirit et puis le goût du haut niveau? Est-ce que pour lui, ça y est, sa carrière est derrière lui dans Mais c'est sa même tête? pas ça, c'est même pas ça, c'est que il fait des trucs incompréhensibles dans un match. Il fait n'importe quoi. Il est là, il se place n'importe comment, il revient pas. Quand il revient pas, après il marronne, il dit à ses collègues, oh tu étais pas là, il montre du doigt, machin, etc. Et je sais pas, mais pour moi c'est clairement, Evra, c'est autant un problème d'âge et de possibilité à faire les efforts qu'un problème, un vrai problème de mentalité. Pour moi il a un problème de mentalité, mais attends, c'est pas d'hier, hein, le fait qu'il se replace pas, qu'il fasse n'importe quoi, qu'il revienne pas après être monté. Enfin, on ne découvre pas Evra. Il y a 10 ans, il était comme ça aussi. Hein. Mais y a pas que ça. Enfin, moi, je trouvais quand même bizarre que la Juve le laisse partir alors qu'ils s'en foutent de l'âge concrètement. Quand tu vois un Barzagli chez eux qui a 36 et tout, c'est pas un problème d'âge. Je pense que le mec est arrivé au bout du bout. Et je suis vraiment d'accord avec toi dans le sens où tu dis il a perdu quelque chose et qu'il s'en fout, quoi. Il veut faire à sa manière. Donc quand il promulgue des conseils aux autres, je suis un peu inquiet aussi parce que si Eh oui. il explique aux autres comme il fait lui, c'est un peu compliqué. Et Eh je oui, passe. mais c'est- Vas-y, vas-y. Révo. Vas-y, finis. Ouais, voilà, De donc toute façon, je- Evra, je suis intarissable, de toute façon. Ouais, donc je me dis, est-ce que là il y a eu des rumeurs, je crois, comme quoi il y aurait peut-être un départ envisagé à cet hiver, mais je suis complètement d'accord pour le laisser partir. Alors que quand il est arrivé, c'est ça le truc, c'est qu'on se disait quand même qu'il pouvait apporter quelque chose de par son expérience, de par sa carrière. Mais à l'heure actuelle, comme tu l'as dit, très très bien dit d'ailleurs, moi je le trouve nuisible au jeu. Ah, il Exactement. apporte de bonnes choses tous les lundis, il nous apporte quelque chose, mais à part ça, pas grand chose, quoi. Non, on va essayer, on va essayer de lui sortir un petit joker. Peut-être que dans le vestiaire, la saison dernière, pour aller chercher la place européenne, il a pu apporter quelque chose dans l'envie d'y aller collectivement. Après, Excuse-moi, mais ça va pas au-delà. filer 200 plaques par mois à un mec pour qu'il chauffe le vestiaire. Je viens, sais pas, moi. je vais t'appeler, je sais pas, je t'appelle un clown ou un DJ ou ce que tu veux, mais je t'appelle pas un mec Mais à René 200 plaques Maléville, par hein. mois. Ou Tu mets René René Malville, Maléville dans voilà. le vestiaire, Tiens, franchement, ça suffit, et tu le paieras pas 200 000 Alors- par mois. Et je suis désolé. vous remarquerez que j'ai évité Bengouz et Mohamed Eni parce que Merci. voilà. Non, mais c'est- là où je suis pas trop d'accord, toujours pour les mêmes raisons avec Evra, c'est que, en fait, moi je veux bien que Evra il ait soi-disant le fighting spirit, etc., qui motive les mecs, qu'il aille les voir et qu'il leur dise des banalités stupides comme il le fait à chaque fois. Bon, les gars, on y va, on les bat, on gagne, on est l'OM. Bon, je veux bien. Mais le problème, c'est que ça, et c'est la même chose pour ces vidéos Instagram, ça je persiste et je signe, ça doit être non pas suivi mais précédé d'actes sur le terrain. Exactement. Si le mec il est bon sur le terrain, mais moi le premier, je vais voir ses vidéos Instagram et je me dis ah putain le mec il délire quoi, tu vois, il est voilà. Mais C'est ça. là le souci c'est qu'il est tellement nul sur le terrain que comment il peut après pavaner et faire des vidéos avec des clochards et compagnie et faire des vidéos et après quand il va voir Amavi et qu'il lui dit oh putain qu'est-ce que tu as fait là, tu étais mal placé là, putain mais Amavi qu'est-ce qu'il pense dans sa tête, il pense mais qu'est-ce qu'il me dit lui, il passe tous ses matchs à être mal placé et lui il vient me voir et il vient me dire que je suis mal placé. Tu peux pas être crédible dans tes discours de vestiaire quand tu es une baltringue 100% du temps sur le terrain, c'est impossible. C'est un peu comme tu sais, l'oncle ou la tante ou ce que tu veux, le papy qu'on a dans la famille qui vient te donner des leçons de vie alors que qu'il est Oui, plus alors du qu'il est tout dans le alcoolique, coup, tu oui, vois. ouais. Voilà, Ouais. c'est exactement ça. Je crois que Gunther, toi, tu as des posters d'Evra dans ta chambre, donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose dessus? Ah, c'est pas cool. Non, 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 c'est bon. Au final, Pof, il a tout dit. J'étais chaud pour parler, mais c'est juste parce que FX, il a dit il pourrait jouer en Ligue 2 anglaise. Et franchement, enfin. Même non, là-bas, si c'est pas si- possible. non, mais c'est pas Non. possible. Enfin, pour moi, il est vraiment fini. Et pourtant, je l'ai défendu longtemps. Je me rappelle, j'écoutais au moins le micro. Je me dis, ouais, il est dur. Ouais, il est dur. Mais franchement, non, il était pas dur. Il était juste lucide. Et voilà, fallait lâcher l'affaire très, 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 très vite.
Il a apporté, je suis pas déçu de son recrutement, mais il faut savoir dire stop là. De lui-même, il devrait comprendre que c'est fini pour lui. Par contre, on peut admettre quelque chose, c'est que Garcia a quand même assuré sur ce point, c'est qu'il a laissé sa chance à Amavi il l'a saisi et il n'a pas fait un retour en arrière en remettant Mais Evra. il Voilà. avait tout intérêt à le faire. Oui, Sa tête mais était il l'a apprise, fait. là. Il aurait pu attendre encore un an. Voilà, il l'a fait. Au moins, faut mettre au crédit ce qu'à mettre au crédit, tu vois. Ouais. Je le défonce assez, Garcia, donc. Alors, on va juste passer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, je suis d'accord, mais on n'a qu'une heure de talk, les gars, ou un petit peu plus, donc on y va sur la partie 2. C'est Donc, parti. la question, la partie s'appelle on ne retiendra que les 3 points. Donc, dedans, c'est un peu un patchwork de plusieurs choses, mais au final, certes, le jeu n'est pas très beau, mais il est à noter que nous sommes, aussi paradoxal que ça puisse paraître, les premiers à l'extérieur, et ça c'était pas le cas l'an dernier parce que c'était même notre point faible, et aussi on est l'équipe qui marque à chaque match, quoi. Donc est-ce que vous pensez réellement que au final le jeu enfin le système, le jeu et les joueurs jouent si mal que ça? Est-ce qu'on n'est pas trop exigeant? C'est une question, c'est pas une conviction. Pour moi, c'est la traduction non pas d'un collectif, mais en fait comment on appelle ça? Des jeux, des capacités individuelles. Tout simplement, on a des forces individuelles, ce qu'on appelle faire la différence sur des coups, et on a cette chance-là finalement que pas mal de joueurs d'expérience nous apportent ça. Mais voilà, ça traduit pour moi l'individualité, mais pas le collectif. Ouais, vas-y Akian. Ben, moi, je peux pas me satisfaire justement que des 3 points. Alors oui, bien sûr, je suis vraiment content qu'on les ait pris, on en avait besoin. Mais je peux pas me satisfaire dans le sens où le match de Lille a failli ressembler au match de Strasbourg. Ça veut dire que déjà, on retient pas les leçons de ce qui s'est passé. Strasbourg, on doit le gagner à chaque fois. 9 fois sur 10, tu Le dois le problème- gagner ce match. Mais Ça, je suis pas d'accord contre Strasbourg, bon, mais c'est une autre si histoire. tu veux, mais à Paris, à 3 minutes de la fin, c'est pareil, tu dois mieux gérer le truc. Mais bon, on perd des points. Et le problème de ce qui s'est passé hier contre Lille, là, c'est bien, Lille n'est pas revenu, il n'y a pas eu de match nul. Mais si on continue à reculer à chaque fois qu'on mène au score, et ben à un moment donné, les points, on va en perdre à faire des matchs nuls, voire même les perdre à l'arraché. Et donc, du coup, on va perdre des points bêtement. Donc, Alors, moi, je suis inquiet parce je qu'on suis est quand pas même en train de d'accord. vouloir se battre pour une 3e place quand même. Je suis pas d'accord avec toi, je veux juste te rappeler qu'il y a une saison avec Bob où on finit, je crois, 2ème et on était absolument dégueulasse et on gagne quasiment tous nos matchs 1-0. Il y a juste un truc que je suis d'accord avec toi, on recule trop, ça peut nous jouer préjudice, mais il y aurait eu des saisons où on n'aurait pas gagné ce genre de match, tu vois. Sûrement, oui, ce je- genre ben de match oui, je suis piège, d'accord. et même Strasbourg. Les vrais matchs où on a fauté clairement, c'est le match de Rennes, le match de Monaco bien évidemment, et Paris, moi aussi je reste sur ma faim. Ah, mais Tu dois le après, gagner là, 20 fois. quand à Strasbourg, on doit le gagner. À Paris, à 3 minutes de la fin, on doit tenir le score. Tu perds jamais de match, alors, si à chaque fois il y a quelque chose. C'est ça. Il y a quand même des matchs, c'est normal, il se passe des trucs, il y a des erreurs, c'est ça le foot. Il y a des erreurs, il y a des buts, tu perds des points, c'est comme ça. Mais moi, c'est vrai que je suis plutôt partisan d'essayer de développer un beau jeu, de voir une bonne entente entre les joueurs, un groupe qui fonctionne bien et avec ton jeu, d'avoir des résultats. Monaco, Avant par de exemple, penser aux l'année dernière. résultats, avant d'avoir les résultats, je préfère avoir le jeu. Après, si tu arrives à gagner des points là où t'as pas réussi à développer ton jeu, c'est toujours bon à prendre. Mais c'est vrai que la priorité, c'est quand même parce que le jour où tu vas arriver contre une grosse équipe, ça va plus tenir ça. Donc ouais, c'est un peu mitigé. Moi, en plus, à l'extérieur, euh, on se souvient de Marseille qui gagnait à l'extérieur mais qui perdait à domicile. C'était parce qu'on jouait en contre, qu'on jouait un jeu dégueulasse. Donc ça traduit toujours un peu ça. Quand tu es meilleur à l'extérieur qu'à domicile, c'est que ton équipe elle est pas en confiance, que tu gagnes des matchs avec un peu de chance. Mais on a un leader en défense, c'est Rami qui nous a quand même sauvé pas mal de matchs. On a Gustavo au milieu qui nous a aussi sauvé pas mal de matchs. Et on a quand même pas mal de réussites parce que si on regarde tous les buts qu'on a mis depuis le début de la saison, Ocampos et NJ, ils ont quand même mis des buts. Arrête de critiquer NJ. Billard, hein. Moi, c'est ça pas une me critique. j'ai juste envie de dire Ça- un la truc, c'est réussite que se provoque, hein. oui, C'est ce elle, qu'on m'a elle se toujours dit. provoque, mais si jamais tu agresses l'adversaire pendant toute la première mi-temps, je peux t'assurer qu'il y a plusieurs matchs où tu vas finir à 2-0 ou voire 3-0 à la mi-temps Non, et t'as non, plié ton non, match. non, non, écoute, non, non. t'as raison. Regarde, hier, Lille a mis beaucoup de courage, hein, mine de rien. Ils ont essayé de faire un maximum de jeux On pour leur a revenir. laissé. Non, oui, bah peut-être, mais n'empêche que on a senti aussi la mais fatigue il faut arriver le chez prendre. eux Oui. à la 60e minute. Ils étaient fatigués. On va pas faire ça aussi de faire du pressing pendant 45 minutes pour en deuxième mi-temps ne plus avoir pied. D'ailleurs, on gagne souvent nos matchs en deuxième mi-temps où on va chercher nos scores.
score en deuxième mi-temps. Donc on peut pas presser pendant 45 premières minutes, c'est pas Et si possible. tu laisses ton équipe adverse reprendre confiance parce que toi tu recules, forcément que derrière ils vont être meilleurs les mecs en face. Alors que si justement quand tu viens de marquer au score, tu continues ton pressing au moins un quart d'heure, Mais mais t'es là on pas s'est obligé. éteint Mais tout de non, suite. t'es pas obligé. Écoute ce que j'ai dit tout à l'heure. On a repris un tout petit peu le match en main quand le duo Gustavo et Anguissa sont retournés au duel et on commençait à les regagner les duels. Et il faut gagner les duels. T'es pas obligé de presser à 30 mètres pour être fort et emmerder l'adversaire. Il faut surtout être bon dans l'entrejeu. Et Et une équipe hier, comme on a Paris tardé à le revient à la faire. mi-temps avec match nul. À la mi-temps, en tout cas, il y avait match nul. Ouais. On va un petit peu avancer. Je vous ai affiché à l'écran les statistiques depuis le passage en 4-2-3-1 que j'ai demandé à mon cher ami Gunther. Pof, c'est à toi que je vais poser la question. Les gens ne trouvent qu'il n'y a pas du beau jeu à l'OM depuis ce passage en 4-2-3-1 et de manière générale depuis le début de la saison. Or, on peut voir que sur les 8 derniers matchs, avec une majorité de matchs à l'extérieur, on est quand même à une moyenne de 16,75 tirs par match, Bah oui. quasiment 50% de possession. Et si tu retires les deux derniers matchs, bah t'as encore plus. Alors, est-ce que c'est réellement qu'il n'y a pas de jeu au final? Ah non, mais moi je suis absolument pas d'accord avec ceux qui disent qu'il n'y a pas de jeu depuis le 4-2-3-1, c'est le contraire. Depuis le début de la saison, il n'y a pas de jeu, et depuis qu'on est passé en 4-2-3-1, alors je te dis pas que c'est devenu le Brésil avec Bebeto et Romario et compagnie, mais c'est mieux quoi. C'est depuis que Payet est en 10, depuis que Evra a disparu et qu'il y a Amavi en plus, parce qu'Amavi il a pas fait que remplacer Evra, en plus il est excellent Amavi. Et depuis l'éclosion merveilleuse d'Ocampos qui est devenu indispensable à l'OM, depuis ça, moi je vois du jeu. Alors est-ce que c'est suffisant? Sans doute pas. Est-ce que c'est magnifique? Sans doute pas. Mais si on essaye de se baser sur, on va même pas dire du long terme, mais on va dire du moyen terme au sein de la saison, l'important c'est que je vois une progression. Au début je voyais rien ou pas grand chose, mais des victoires quand même, donc ça allait. Après, il n'y a plus de victoires, c'était pas terrible. Et depuis qu'on est en 4-2-3-1, je vois des mouvements, je vois du jeu. Alors hier, un peu moins, c'est vrai, mais à part ça, depuis qu'on est en 4-2-3-1, moi je trouve que ça joue pas mal. Et surtout, je vois ce que je voyais pas avant. Je vois une marge de progression dans le jeu. Avant, j'en voyais pas. Maintenant, je vois une marge de progression. Donc, ça a tendance à me rendre confiant. Le seul truc qui me rend pas hyper confiant, c'est on pourra en parler des heures, mais ça va être trop long. Mais si on doit en reparler, on en reparlera quand tu auras des mercatos. Mais je trouve l'effectif bon individuellement, mais les joueurs ils sont pas tous adaptés au même système et c'est un peu pénible. Mais C'est ça. Pov, c'est ça le paradoxe en fait, c'est que c'est une équipe qui est faite pour produire du jeu, pour aller vers l'avant, et que justement, inconsciemment ou pas, je ne sais pas, mais ils préfèrent reculer et laisser le jeu à l'adversaire. Alors que c'est là où elle est le plus faible. Quand tu as construit le jeu, justement, depuis ce 4-2-3-1, tu as raison et je suis d'accord avec toi à 100%, c'est plus joli à regarder. Mais parce qu'il y a des joueurs qui ont éclos, etc. Et le duo Gustavo Zambo fait énormément de bien. Oui, Mais je oui, comprends pas justement qu'on recule alors que c'est positif cette création de jeu. Moi, je vais te dire ce que je pense et on finira cette partie là-dessus. Je pense que les consignes, ils ont eu énormément de fébrilité défensive et comme ils ont vu que ça marchait de bien faire le pressing, et on va y venir sur la partie suivante, notamment du côté des latéraux, je pense qu'ils passent plus leur match à vouloir défendre qu'à vouloir conserver le ballon et faire des actions devant. On va le voir après et j'ai l'impression qu'ils quand Garcia leur dit revenez bien défendre, ils prennent vraiment trop ça à cœur. Et c'est pour ça que Sakai notamment ne monte plus parce que Tovin est trop bas et inversement pour Amavi parfois. Donc je vais te laisser juste Pop dire un dernier mot et après on va passer sur les joueurs Ouais. en individuel. Non, juste pour l'histoire de pas continuer à attaquer. Alors, enfin, moi, je suis le premier à dire aussi, moi, ce serait moi, il faudrait jouer exactement de la même façon après avoir marqué. Il faudrait absolument rien changer après avoir marqué. Après avoir marqué 2 buts, Exactement. par contre, on discute. Mais un but, mais, Voilà. mais on peut pas dire, il faut pas oublier qu'il y a une équipe en face, quoi. Quand tu joues un match de foot, il y a une équipe en face qui eux aussi font des déplacements tactiques, eux aussi font des replacements, des repositionnements. Donc, l'histoire d'un match, elle se fait avec l'équipe en face et tu peux pas toujours imposer ton jeu à fond à l'équipe adverse si elle a un bon entraîneur, si elle a des bons joueurs, si elle a des mecs un peu techniques. Il faut prendre ça en considération. Moi, je suis le premier à dire il faut attaquer tout le temps, mais il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a une équipe en face dans un match. Exactement. Je suis assez d'accord parce que de toute façon on retiendra que les 3 points. C'est pas magnifique cette fin de partie. Donc on passe à la partie 3. Donc à savoir le débrief des joueurs en individuel. On va commencer par un des meilleurs Olympiens hier soir, qui nous a quand même sauvé le match à la fin. C'est Luis Gustavo, donc vous connaissez, il y a la répartition de là où il a touché le ballon un petit peu sur le terrain. Vous avez les statistiques, donc encore une fois, pas énormément de duels,
9 et il a quasiment remporté tous ses duels. Par contre, il y a un truc, on y reviendra tout à la fin. Akian, je sais que tu es chaud là-dessus, mais une faute, un carton jaune. Bon, ça, on y reviendra après. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Gustavo? Il faut dire pour ceux qui n'étaient pas au courant qu'il était dans l'avion le matin du matin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Vas-y parce que c'est important dans son match. Alors, Luis Gustavo, faut savoir qu'il a eu le décès de sa grand-mère, donc De sa tante. Sa tante, Sa tante qui était comme sa mère. comme sa mère, deuxième mère. exactement. Donc il a fait l'aller-retour et je crois que c'était la veille ou le matin, c'est ça? La Il est veille, revenu le matin. il est revenu le matin pour aller jouer le match. Donc gros guerrier, il a dit à Rudy qu'il voulait jouer à 100%, c'est lui-même qui l'a dit, et il a quand même produit un match très plus que correct, quoi. Encore En une fois. demi-teinte. Première mi-temps moyenne, mais après ça allait mieux. Exactement. Bah vas-y FX, toi qui es le spécialiste de Gustavo, vas-y. Pas spécialiste. Non, mais ouais, tout le monde a vu hier que effectivement l'entame de match a été super compliqué pour lui. On connaît les raisons et tout, donc impossible de blâmer sur sa première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a retrouvé le vrai Luis Gustavo et franchement, moi hier en tribune, il m'a impressionné quoi, parce qu'il a éclairé le jeu vraiment plusieurs fois. Il avait une grinta. À un moment, il va sortir un tacle sur une attaque lilloise à 3 contre 3. Il va te la bloquer avec les deux pieds alors qu'il a déjà un carton jaune au-dessus de la tête. Quand tu vois ça, franchement, tu restes ébahi. Et t'as vu que hier, c'est lui qui a refusé que l'OM recule trop. Vraiment, ouais, ça a senti. Il a emmené le reste de l'équipe avec lui. Je sais pas si tu as vu, mais des fois il va presser même le défenseur central adverse, comme si c'était lui l'attaquant aux côtés de. Il a fait pour moi plus de kilomètres, j'ai l'impression que d'habitude. On l'a vraiment vu percer carrément, chose qu'il faisait pas beaucoup avant. Il avait toujours un peu de prudence. Tandis que là, vraiment, il perçait. Et on oublierait presque qu'il a failli envoyer une belle praline encore en pleine lunette en fin de match. Ouais. Ouais. C'est la Donc- même qu'il a fait contre Paris. Hein. Il y en a certains qui disaient que c'était. Alors, je citerai pas le consultant, mais ses initiales c'est J. Roten. Il a dit que c'était comment dire, un coup de chance son but contre Paris. Donc, est-ce que réellement, vu qu'il les met quasiment à chaque match, ces pralines-là, est-ce que c'était un coup de chance encore une fois? Et sa carrière, c'est pas un coup de chance, ça, Roten? Voilà. Exactement. Attention, le personnage est horrible, mais alors je suis un grand fan du joueur et de sa patte gauche à Roten. Mais bon, pour en revenir à Luis Gustavo, il est coutumier des pralines de loin, hein, et il n'en a pas mis qu'une à Marseille. C'est un petit peu sa marque de fabrique, les cacahuètes, donc que l'ami Roten se taise un petit peu, ça serait sympa. Est-ce que c'est pas ce qui manquait un petit peu, juste petit aparté, mais à William Vainqueur l'an dernier, ça. Oula, Oui, alors il lui manquait ok, oui. plus que ça, à Vainqueur, quand tu compares les deux. Par rapport à Gustavo. Voilà, il manquait beaucoup. j'adore Vainqueur, mais dans la justesse technique, même dans le combat là où Vainqueur était vraiment très bon, je trouve que Gustavo il met d'autres ingrédients et ça a une autre saveur. Après, peut-être que c'est l'affectif qui parle, mais enfin, je le vois supérieur à tous Ah les non, c'est niveaux. très supérieur, bien sûr. Ouais, non, mais c'était juste pour faire un petit. Moi, je pense que l'association des deux, on va pas y revenir, on en a déjà parlé, mais ça aurait été quand même fantastique. Et on parle des joueurs, et hier, il y en a un des deux qui était pas là, donc ça sert à rien le débat. Ouais. Zempe, on va poursuivre un petit peu sur Gustavo. Alors ça, je vais vous demander de bien être attentif sur chacun des joueurs qu'on va présenter. Gustavo n'a réussi que 15 passes dans le match, 68% de passes, et vous allez voir que tous les joueurs qu'on va présenter, ça tourne autour de ça, 15-16 passes. Est-ce que c'est pas là qu'on a pêché dans la justesse de nos passes surtout? Et c'est pour ça que le bloc était super bas, Zempe. Je sais pas si... Ouais, après peut-être que les Lillois qui pressaient, qui bougeaient beaucoup, ils sont pour quelque chose. Après, je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse parce Je vais que te faire il la y avait spéciale, énormément non. de déchets chez nous. Et je pense que le fait que tu vois qu'un joueur comme Gustavo est à 68%, ce qui est quand même assez inhabituel, ben ça veut dire quelque chose parce que comment tu peux espérer que Zambo soit à 90 si Gustavo a autant de mal lui-même. Donc moi, ça ne m'étonne pas que toute l'équipe, de toute façon ça s'est vu, hein, mais que toute l'équipe ait un faible ratio. On l'a vu et on a eu du mal à construire nos occasions comme ça. Donc Je suis pas d'accord. Non, c'est pas. Le problème, c'est le jeu sans ballon, hein. La disponibilité du joueur qui a pas de ballon chez nous, elle est vraiment faible. Et c'est là aussi nos manquements collectifs, notamment offensifs. C'est vraiment la disponibilité du joueur sans ballon. Les déplacements sont lents. Je suis assez d'accord. Hein.
Ouais, voilà, mais c'est là, pas, par c'est exemple, pas le pressing lillois, vraiment, je t'assure. Hier, c'était pas le pressing lillois. Parce que les un Lillois, joueur comme Gustavo, il a pas trop de problèmes pour ça. Enfin, moi, je le dis tout le temps que ses dépassements sans ballon, ça me. c'est parce qu'il est bon que c'est pas son bon, mais C'est pas son rôle de se déplacer sans ballon, c'est le premier relanceur. Ouais. Ouais. Ouais, bon, ça n'empêche pas que il fait des choses par son déplacement et qu'à chaque fois, il se rend disponible et qu'il reçoit des bons ballons et il rend bah, des bons ballons. hier, quand Mais il c'est avait surtout la devant, c'est balle. surtout devant qu'il y a un problème de replacement. Oui. Enfin, Oui. c'est Gustavo qui a des problèmes pour donner son ballon à quelqu'un. Tu vois, il y a personne autour qui bouge, Voilà. donc c'est lui qui a le plus de problèmes. Lui et Zambo, les Hier, premiers c'était relanceurs. criant. Quand il a fait ses fameuses percées pour faire des décalages, en fait, les mecs, c'est lui qui a la balle, donc je suis sûr que je vais l'avoir dans les pieds. Donc, du coup, tranquille. Ben non, pas tranquille. Faut se mettre en mouvement, qui t'en donne encore une meilleure de passe. Mais ça, tu Mais- sais à qui c'est la faute, ça. La faute à Sanson. Alors, Ouais, j'imagine oui. qu'on va en On va parler, y venir mais à la c'est fin. faute à Sanson. On va y venir tout à la fin parce que je fais ligne par ligne. Mais vas-y. Vas-y. Allez, on enchaîne. On va passer donc à un de mes joueurs préférés. Zambo Anguissa. Le fameux celui qu'on surnomme le Dozo, tu vois. Enfin, Ah, Zambo mais bien Anguissa, sûr. qui n'a, je le rappelle à chaque fois, qu'il n'a que 21 ans. Donc, Oui. Alors, pareil, regardez le nombre de passes, 20 passes pour 76% de précision, que 12 duels, d'habitude il a plus de 20. Mais il a quand même été précieux. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé et qu'est-ce que vous pensez du joueur, de sa progression, du fait qu'il apprend beaucoup de Gustavo? Enfin, Exceptionnel. Exceptionnel. ah, je suis content de te l'entendre Moi, dire parce moi, je qu'avec suis la gêne, content c'est qu'il pas nous toujours donne le cas. raison. Moi, je suis content que ce mec-là nous donne raison à ceux qui le défendent et qui ont compris Bien pourquoi il a été sûr. prolongé, alors qu'il y en avait qui disaient ouais, pourquoi on prolonge Bien Zambo, sûr. etc. Et moi, j'y croyais dur comme fer à ce mec-là, et là, je suis mieux content parce qu'au moins lui, il me donne raison. Voilà, donc ça me fait plaisir. Vas-y, Pof, je sais que tu veux dire quelque chose, vas-y. Ah, vous savez que, enfin, ceux qui me connaissent savent que c'est mon chouchou depuis le début. Déjà parce que, à la base, c'est mon chouchou parce qu'il a un nom rigolo. Alors moi, j'aime bien les joueurs qui ont un nom rigolo. Alors je les prends en amitié comme ça. Bon. Mais non, mais plus sérieusement, il y a deux trucs qu'il faut pas oublier avec Zambo. Effectivement, il a 21 ans et ça, parfois, on le traite comme un joueur de 26 ans. Il y a certains joueurs à qui on dit eh ouais, mais il est peu cher, il est jeune. Jamais j'ai entendu ça pour Zambo, ou très rarement. Ouais, jamais. On lui a jamais laissé sa chance, quoi. Déjà, je vois 75% de passes réussies. Il me semble que les passes réussies pour l'OM sur le match entier, c'est inférieur sur le match C'est d'hier. ça, Enfin, bon. c'est un des meilleurs passeurs, oui. Donc Zambo, il faut pas oublier qu'il est jeune et il faut pas oublier, nous on le dit à chaque fois dans On mouille le micro, mais je sais pas si les gens ils sont vraiment au courant, il n'a pas de formation tactique en Europe. La plupart des joueurs africains ils ont été formés en Europe, lui non, il a été formé en Afrique. Akian ne cesse de le répéter Voilà. à chaque fois. Bon, Merci, merci. donc c'est important et il est souvent considéré comme un bourrin hyper physique et c'est tout, alors que c'est pas du tout le cas. Zambo techniquement il est vraiment pas mal. Il est capable de faire des percées à la Imbula, puis pour citer des joueurs un peu récents, de prendre le ballon et de foncer tout droit et d'éliminer 2 ou 3 joueurs. Il est capable de beaucoup de trucs. Depuis le début de la saison, il y a des trucs qui me gênent un peu, c'est les purement technique, les passes, il fait beaucoup de passes à l'adversaire et c'est un truc que je reconnais pas en lui parce que quand tu le vois à la Coupe des Confédérations, etc., il est pas du tout comme ça. Donc pour moi, il ne peut que progresser. Il est en train de progresser et je suis en train de me dire là, moi je voulais absolument vainqueur aussi et je me dis mais ouais, mais si Zambo il progresse autant et qu'il devient aussi bon, on a peut-être bien fait de pas prendre vainqueur et plutôt de participer à l'éclosion d'un joueur que tu peux éventuellement soit revendre, soit en faire un cadre du projet par la suite. Juste avant que FX reprenne, mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, Pof, regardez comment on attend des choses de Sanson, qui est à juste titre, hein, et il a déjà 23 ans, le minot, alors que Zambo, à chaque fois que, par exemple, moi quand je suis au stade et qu'il loupe un ballon, ah putain, il est nul à chier. Eh oui, bien sûr. Oh les gars, tranquille, enfin, je sais pas, mettez un peu d'eau dans votre vin. Ah mais il y a un délit de sale gueule avec Zambo. Ah ouais, je pense. Il est jeune, il a été acheté à un moment où ça gratuit, allait pas je crois, trop à l'OM. Enfin, on l'a pris pour le centre à la base. On l'a pris, c'est un achat un peu de post-formation si tu veux. On l'a pris pour jouer dans la réserve à la base. Et on a fini par l'intégrer au groupe et il y a une espèce de voilà, c'est encore un mec qu'on connaît pas trop, il a un nom un peu bizarre, Zambo, enfin voilà, il y a un peu un délit de sale gueule avec lui qui est très 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 injuste. Ouais, c'est FX pour finir et après on passe au joueur suivant, vas-y. Bah ouais, vous dites qu'il a 21 ans, mais après il faudra savoir si c'est avec ou sans la TVA. Alors là...
par contre, il a le volume physique des grands joueurs. Je parle bien de volume physique, hein, on reste là. Mais je rebondis sur ce qu'a dit Pof et je suis complètement raison qu'il a même des capacités techniques. Moi, c'est pas un chouchou, mais c'est un joueur auquel je crois depuis 2 ans. Et il avait fait une entrée à Lyon l'année Michel où on avait fait un partout. Il nous avait fait une percée technique avec 2-3 jongles et une tentative de retourner. Et je me suis dit, mais il a du football, le mec. Et Ouais, en il met un fait, super but en Coupe des Confédérations, vous l'avez vu son but? ouais, on l'a vu. technique, ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut croire en ce mec-là parce que il a, mais même sur le terrain, on voit le charisme, quoi, malgré tout. Hein, et dans l'impact dans les duels, je veux dire, tu le vois, tu peux pas être aveugle sur un terrain de foot quand il joue. Hein. Et pour finir, allez lire son interview dans je sais plus quel journal aussi, c'est vraiment génial. Il raconte comment il s'entraînait à 50 degrés en Afrique, etc. C'est waouh, respect. Ouais. Et moi, c'est la mentalité aussi qui m'impressionne grave avec lui parce que franchement, à chaque interview, et encore, hein, c'est depuis peu là qu'il fait des interviews, Ouais. mais il y a un respect, et tu sens que le mec c'est un bosseur, et j'ai toujours entendu d'ailleurs que c'était un bosseur, mais là ça confirme vraiment, quand il parle de Gustavo, tu sens vraiment que à chaque minute qu'il passe à côté de Gustavo, c'est pour lui, c'est une possibilité de progresser non-stop. Donc moi, sur ça, j'adore ça. Il avait fait une décla qui m'a marqué. Il a dit, je suis au bon endroit avec les bonnes personnes. Et moi, ça m'a plu d'entendre ça. Voilà, c'est ça. On pourrait dire tellement de choses, comme quoi il avait aussi refusé de partir en sélection pour rendre service à l'OM, mais on n'a plus le temps. On va avancer un petit peu. J'ai mis Flotov, donc toujours pareil, 15 passes seulement dans le match, mais quasiment 79% de réussite sur ses passes. Alors on a un gros débat et je donnerai la parole à Zempe en premier. On va pas s'éterniser sur Flotov parce qu'on a toujours tout dit depuis le début de cette saison et c'est constant dans cette analyse là. Mais deux choses. Est-ce que déjà Flotov il est pas, même s'il a beaucoup de déchets, même s'il n'arrive pas à garder un ballon, même si parfois il est énervant, est-ce que c'est pas aussi ce joueur-là qui à chaque fois te fait que tu marques à chaque match? Ça c'est la première question. Et deuxième question, c'est quand même 24 duels dans le match. Voilà, Zempe, vas-y, à toi. Ben, comment dire, je crois que quelqu'un en parlait dans le micro une fois, j'avais entendu ça. C'est un peu le facteur X de l'équipe, celui tu sais pas ce qu'il va faire, mais il est capable sur une frappe, sur un truc voilà. Ben, Thauvin, c'est un peu ça. Après, j'avoue que un coup il m'agace, un coup j'ai envie de le prendre dans mes bras et lui dire allez, c'est pas grave. Je sais pas, il se bat plus, j'ai l'impression là depuis quelques matchs, plus, pas plus. Défensivement Donc parlant. ouais, voilà, ça me plaît. Il essaye de se donner un peu plus. Là, c'était compliqué, franchement. J'ai toujours du mal à le juger de façon, Thauvin, on va pas se mentir. Mais là, c'était compliqué parce que vu la physionomie du match, j'ai trouvé qu'il a tenté quand même des choses. C'était un des plus actifs devant. Euh, Après, voilà, il y a toujours trop de pertes de balles, des choses que j'arrive pas à comprendre pourquoi il veut faire ça. Un peu moins d'individualité ces derniers temps, même si quand même ça reste quand même assez présent. Donc au final, je dirais qu'il y a du mieux parce que j'ai l'impression qu'il simplifie un peu son jeu, qu'il joue un peu plus pour l'équipe en se donnant défensivement. Mais je sais pas trop où il en est. Il faudrait peut-être qu'il trouve cet équilibre entre être le facteur X de l'équipe et se donner dans le sens de la victoire, quoi. Je vais juste reposer une toute petite question sur lui. Il y a un truc que j'ai remarqué sur le match d'avant et sur ce match-là. Je vous dis, c'est la première fois que je m'en rends compte. En vérité, j'ai l'impression que Thauvin est même parfois trop technique pour cette équipe. Je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, il te fait une passe dans un intervalle où il y a personne où il devrait y avoir quelqu'un, quoi. Ouais, mais ça lui arrive une fois tous les 30 ans. Ouais, ça arrive pas tous les jours. Hein. J'ai déjà répondu à cette question, c'est le jeu sans ballon aussi. Donc si tu fais une passe trop technique, ton joueur ira pas la chercher. Hein. Ouais, après, je vous dis, si cette passe à chaque fois, si ces passes-là passaient, on le comparerait à De Bruyne, mais là c'est pas le cas. Non, mais c'est ce que j'avais dit il y a un de ces quatre sur un match pourri qu'il avait fait. J'avais dit, il a quand même des éclairs d'égénique et qu'on voyait pas avant. Mais c'est vraiment trop rare quand même. Ouais. Bah, on va passer. Juste retenez la stat du 24 duels et on fera une petite conclusion sur les deux milieux offensifs. Donc je passe à Ocampos. Pareil, grosse débauche d'énergie, que 13 passes réussies dans le match. C'est très très peu de ballons au final qu'il a réussi à bien faire exploiter, enfin à bien exploiter. Mais surtout, il y a 28 duels. Donc vous allez me dire votre ressenti sur Ocampos qui a réussi à s'imposer quand même dans cette équipe, mais aussi, est-ce que les deux milieux offensifs ne défendent pas trop? Il y a 28 et 24 duels quand même. Pof, si tu veux commencer.
Moi j'ai pas grand chose à dire. J'aurais plus de trucs à dire sur Sanson parce que le vrai maillon faible pour moi hier c'est Sanson. Après, Ouais. si tu veux un avis général sur Ocampos, moi je suis ravi parce que voilà, parce que c'est le genre de joueur que j'aime bien, parce que tout le monde lui crache dessus, parce que techniquement jusqu'à présent il n'était pas terrible, mais par sa volonté, par sa grinta et compagnie, il arrive à ce que les joueurs soi-disant plus techniques que lui, ils se sentent couillons, tu vois, quand tu tiens un joueur hyper technique, machin, genre Payet et compagnie, et que tu vois que ce mec-là, il se donne à fond, à fond, à fond, et que toi finalement tu n'es pas à 100% sur le terrain, tu te sens couillon. Et rien que pour ça, il en faut un comme ça dans ton équipe, et je suis content que ce soit comme ça. Eh ben, Pof, tu viens de répondre à la question de Jus, en fait. Si Thauvin défend peut-être mieux depuis quelques temps, peut-être qu'il regarde ce que fait Ocampos et ça l'aide et ça doit le Mais est-ce motiver qu'ils aussi à bien défendent pas défendre. trop? Est-ce qu'ils défendent Ouais, peut-être mais c'est Un pas. peu, un peu. Le problème, c'est que quand tu es un bon joueur, au bout d'un moment, je veux bien qu'on dise tout le temps, qu'on trouve des excuses au mec en disant, mais oui, mais il a beaucoup défendu. Oui, mais d'accord, mais si tes deux ailiers, ils défendent beaucoup, si ton avant-centre, il défend beaucoup, bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Si on fait que défendre, on n'attaque pas. Donc un bon ailier, il doit défendre incontestablement, mais au moment où il doit attaquer, il doit bien attaquer. C'est Et ça. après, ça doit pas être une excuse. Oui, mais j'étais fatigué, j'ai trop défendu. Non, ça marche pas. Mais Pof, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, à une seule condition, c'est qu'au moment où il attaque, faut que le bloc équipe y suive. Hein. Et c'est Bien pas sûr, toujours le bien cas sûr. avec l'équipe actuelle, justement. Il est là Il le faut problème. qu'il arrive aussi à te le faire remonter ce bloc. Oui, mais Ocampos, quand il a Garcia jamais... dit sortez, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça vient peut-être de là. Ocampos, il a... Ouais, mais quand il dit sortez, c'est que tes ailiers sont trop bas, du coup tes arrières vont rester trop bas. C'est Non, mais aussi ça. on va en revenir à Sanson à chaque fois. À chaque Voilà. fois qu'il y aura un problème, moi je vais le rapporter à Sanson sur le Bon, match on y d'hier. passe Bah, tout de suite alors. Autant y passer, ouais, tout de suite. Allez, Sanson, donc 13 passes pour un numéro 10 réussi dans le match, 65% de ses passes. Il a fait quasiment autant de duels que Dimitri Payet en fait. Il a été regardé sur la répartition un peu partout. Et comme tu l'as souligné, c'est clairement lui le maillot faible. Je te laisse commencer, Pof, puisque depuis tout à l'heure tu es dessus. Vas-y. Écoute, c'est un numéro 10. Regardez la hitmap et montrez-moi à quel moment il est à une place de numéro 10. C'est Jamais. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que il va sur les ailes, que personne ne le relaie dans l'axe, donc ça veut dire qu'on a un axe où il y a des gains. Et à chaque fois qu'il y a un problème dans l'équipe, qu'on dit que Thauvin, machin, hein, sur le match d'hier, hein, en tout cas, c'est Sanson qui est mal placé, c'est Sanson qui est pas où il faut, et c'est Sanson qui fait pas ce qu'il faut. Alors par chance, il marque un super but, et encore c'est un but miraculeux, parce que jamais il marque dans des frappes dans la surface comme ça, toujours il est mis au-dessus. Bon, hier il marque super, très bien, très bonne combinaison, machin. Mais sur le reste du match, Sanson en 10, ça ne fonctionne pas. Alors, j'attends de lui qu'il progresse à ce poste parce que pour moi, c'est le seul poste où il peut encore progresser hormis le sien, Exactement. c'est-à-dire 8, parce que Elias, j'y crois pas. Mais là, il me montre pas des signes depuis 3 ou 4 matchs qu'il joue en Nice. J'ai pas l'impression qu'il ait des prédispositions particulières à jouer 10. Et pourtant, tu as Payet dans ton effectif qui est un des derniers vrais 10, pur 10 peut t'inspirer, tu peux regarder, tu peux poser des questions. Moi, Sanson en 10, non, pour l'instant, non. Vas-y, Kian. Je réagis sur son but. J'ai deux choses. La première chose, c'est sur ce que Pof a dit sur le but. Tu dis que c'est un but miracle, etc. Je suis pas d'accord parce qu'il parle à Thauvin avant et je trouve que les deux ont très bien joué le coup et c'était préparé. Donc oui, non, c'est pas un but de raccro. Alors, il parlait pas au niveau de ça. Il te dit que d'habitude, et très bien, il sera au placement, mais il aurait tiré en l'air, quoi. Ok, oui, très bien. Quand je dis but miracle, c'est un but sur voilà, c'est pas miracle, c'est préparé, il le met sur le coup franc, il marque jamais. Ok. Maintenant, sur la deuxième chose, et c'est là où je suis un petit peu déçu, alors il y a peut-être une raison pour qu'il mette Sanson et pas celui que j'aurais voulu voir, c'est-à-dire Lopez, qui pour moi est plus formé sur un comme 10, et donc peut être le suppléant attitré de Payet quand il est suspendu, blessé ou quoi que ce soit, et je ne comprends pas qu'on n'ait pas mis le minot à la place de Sanson, qui aurait peut-être mieux tenu ce rôle de 10, justement. Et peut-être que Sanson il commence à un peu râler en off et que tu le sais pas, et que le minot par contre il est un peu plus sage. Oui, mais le minot, notamment, parce qu'à la base, c'est je te rappelle juste un truc, c'est que Sanson il a été recruté comme étant, c'est la première recrue de ton nouveau projet, annoncé comme étant un prodige que tu dois faire une plus-value dessus, et s'il joue jamais Sanson, le problème c'est que il y a aussi une histoire de tout ça derrière, hein, donc, et Sanson, Lopez aura sa chance, il faut pas s'inquiéter. Maintenant, je suis un petit peu d'accord avec toi, il aurait peut-être fallu mettre son... Tu feras pas de plus-value si tu le mets à un poste où il est pas capable de jouer correctement, parce qu'il va passer pour un joueur médiocre. Sinon, il a pas de place dans Non, mais avant de parler il faut gagner les matchs aussi. Hein. Voilà, il faut parler de performance.
déjà. Gagner les matchs. Je hein. pense, moi, personnellement, pour parler du cas Sanson, un petit peu que ça le gonfle de jouer soit 6 soit 10 soit sur une aile. Enfin, je pense qu'il a envie de jouer 8 qu'il a envie de jouer à son poste, qu'il n'arrive plus à être à l'aise. Je pense que ça y fait beaucoup parce que, bon, c'était un de nos meilleurs joueurs quand on jouait encore en 4-3-3. Bon, il n'y avait pas beaucoup de grands, enfin, de joueurs qui fonctionnaient bien. Donc Sanson, c'était un des meilleurs, mais je pense que là, lui, ce changement, mal qu'il y ait plus, et que là, tu le mets 10, il n'arrive pas, tout simplement, il est perdu, il doit pas être à l'aise, dans sa tête, ça doit pas trop bien aller. Et je pense que ça va mettre beaucoup de temps pour qu'il revienne, et je pense que s'il revient, ça sera en turnover avec Zambo, mais je le vois pas s'imposer en 10 perso. Vas-y, Pof. Mais pour moi, il n'a pas le choix. C'est simple le cas Sanson. Le problème, c'est que Sanson, il n'est bon qu'à un seul poste dans un seul système. C'est 8 dans un 4-3-3. Et des deux 8 du 4-3-3, ça doit être le 8 qui défend le moins. Voilà. Il n'est bon que là. Et le problème, c'est que le jour où, comme tu dis, c'est une pépite, on va pouvoir le vendre, etc. Mais le jour où il y a un vrai gros club qui va vouloir se positionner dessus, est-ce que vous croyez sérieusement que le club il va acheter un mec qui n'est bon que dans un système, C'est ça. qu'à un poste et nul dans tous les autres? Donc vous croyez vraiment qu'il y a un gros club qui va se dire bon, on va tout changer notre système et ne plus jouer qu'en 4-3-3 juste pour acheter Morgan Sanson? Est-ce que ça va exister ça? Jamais de la vie. Donc ça veut Pour dire que Payet, Sanson, oui, mais si pour lui, non. veut avoir un avenir, Sanson, eh ben, il faut qu'il se diversifie, il faut qu'il élargisse son panel, et élargir son panel, ça veut dire être capable de jouer en 10 et éventuellement sur l'aile. Si il chouine et qu'il dit non, non, je veux jouer en 8, ben, il ira nulle part. Et le problème, il existe aussi pour Lopez, ce problème-là. Juste, on va aussi, je vais finir sur cette partie-là pour avancer un petit peu, mais FX, toi tu vas conclure là-dessus. Est-ce que ce qui manque pas principalement à ce joueur-là, c'est justement ce qu'il était capable de faire l'an dernier, la passe que personne ne voyait venir, cette espèce de passe en roulette ou C'est une passe de 8, ça. voilà, Passe de 8. une passe champagne, tu vois, et un peu, eh ben ça, est-ce qu'on le voit plus? Est-ce que c'est ça le réel manque qu'il a aujourd'hui et qui le frustre peut-être un petit peu? Moi, j'ai tendance à rejoindre un petit peu Zempe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, d'avoir joué un petit peu partout, il se retrouve un petit peu nulle part. Après, une passe comme tu dis, il en fait une à Strasbourg, ça s'est même conclu en fait par un but direct par lui. Faut pas lui enlever ça. Une bonne prestation aussi contre Guimarães. Il est pas totalement perdu. Et pour en revenir à ce que disait Pof, j'ai juste à rappeler la fameuse frappe contre Paris où on doit mener 3-1. Donc c'est pour aller dans Oui. son sens. Mais bon, malheureusement, on va pas parler des défenseurs, donc je vais faire vite fait un petit big up à Mandanda et à Aramis. C'est peut-être les deux dont Oui, il Et à fallait Rolando, parler. et les gars, et Ouais. Rolando. Et Rolando, Ouais. bien sûr. Donc voilà, on va dire ce trio-là, c'était peut-être finalement c'est vrai qu'il fallait plus axer cette partie-là. On a fait que les joueurs de ballon, c'est bien dommage. Et je vais souligner un truc, enfin un clean sheet, le premier depuis Toulouse, je crois. Et d'ailleurs, c'est depuis Toulouse qu'on enchaîne quand même Nice, Strasbourg, Paris et donc Lille invaincue et avec finalement un bilan point assez bon. Donc retenons aussi le clean sheet, ça ferait du bien. Et un dernier tout petit mot sur Sanson, vas-y, vas-y. après je vous laisse continuer. Sanson, il a aussi un problème de polyvalence au niveau de son jeu purement. Effectivement, les passes hyper précises, etc., les coups de génie, super, top joueur. Les contrôles orientés, top joueur. Pour tout le reste, c'est médiocre. Pas de frappe de balle, pas de conduite de balle, pas de dribble. Là, il doit progresser aussi, indispensable. Ouais, on verra ce que ça va donner par la suite. Donc on va continuer. Et c'est la partie de notre invité, c'est ta partie, Pof, tu peux en faire ce que tu en veux, non, plus sérieusement. Je vais chanter une chanson alors. Et je vais te poser 2-3 petites questions pour que les gens qui... Alors je pense que tu es connu de tous ici, mais essayer de te connaître un petit peu plus. Et si vous avez des questions, posez-les dans le chat, posez-les sur le hashtag TutoM Live, on lui remonte directement. Et je vais commencer à te dire, eh bien depuis quand tu as monté, parce que moi je t'avais découvert, pour être honnête, l'année dernière je crois c'était Muchacho qui avait fait un peu de la pub pour ton émission à l'époque. Muchacho, je sais pas. Euh, Pas souvenir. il y a Peut-être. un an, hein, ça remonte, hein, je peux te le dire. Et je t'avais découvert un petit peu là. Comment t'es venu tout simplement l'idée de créer On mouille le micro? Alors, donc l'émission elle a commencé il y a 2 ans. Premier débrief de match, c'est la démission de Bielsa. Tu vois comment tu lances l'émission comme il faut. La première émission de notre vie qu'on fait, Bielsa démissionne en direct pendant l'émission.
Donc c'était il y a 2 ans, un peu plus, 2 ans plus le début de cette saison. Et l'idée c'est, je sais pas, j'imagine un peu comme vous, à chaque fois que tu écoutes l'after, à chaque fois que tu écoutes la radio, Exactement. tu te dis tiens qu'est-ce que je dirais si j'étais là, etc. Bon après j'étais membre d'OM Forum, donc forcément on écrit des articles, moi je faisais des dessins et compagnie. Et un jour j'ai eu l'idée, j'ai dit mais putain pourquoi on fait pas un talk, hein, pourquoi on n'essaye pas, on est tous, on suit tous l'OM, donc du coup voilà, on a essayé pendant l'intersaison en off de débriefer 1 ou 2 matchs, on s'est réunis, ça nous a semblé pas mal, on a testé, on a lancé, et puis enfin on avait une base sur OM Forum où on est des dizaines et des dizaines de membres, dont certains étaient motivés, ça s'est fait assez naturellement, et voilà, le succès fut au rendez-vous avec des milliards d'auditeurs, des propositions de l'étranger, Mohamed Bouafsi dans l'émission. C'est vrai, tu as reçu Momo? Ah, on a reçu Momo 2 fois. Ouais. Non, une fois, une fois très peu de temps et une autre fois où il est resté 1 heure. Ouais, il est venu, il écoute de temps en temps. Toujours assez sympa de voir Le les, 5 tu sais, grade. les gens que bah, tu te dis jamais de ma vie j'aurai l'occasion de lui parler, tu vois, et moi je trouve Ouais, que c'est ouais, assez cool comme émission pour faire un petit parallèle. Tu fais aussi, je crois que tu fais, bah, tout le monde le sait, je pense que tu fais du dessin. ouais. Donc est-ce que tu... Un petit peu, ouais. Voilà, tu fais du Ouais, dessin, vite fait. beaucoup. Est-ce que Un tout petit alors peu on mon viendra métier. sur voilà, on viendra sur à parler de ton bouquin après. Mais est-ce que tu Ouais. as est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce justement de ce que tu fais dans ce métier-là? Alors, moi, je suis illustrateur et graphiste. Graphiste, c'est, on va dire, pour bouffer, parce que, enfin, la demande, elle est, enfin, là, cette année, l'année dernière, je fais quasiment que de l'illustration, donc je suis plutôt content parce que c'est ce que j'aime faire. Sinon, je fais beaucoup de graphisme, de la mise en page, des logos, des machins, des plaquettes et compagnie. Mais voilà, là, ma spécialité, c'est vraiment illustrateur. Donc là, je fais quasiment que ça. Et voilà, pour des entreprises, pour des particuliers, surtout pour des entreprises. Et ensuite, bah, vous le voyez, je fais des dessins sur Twitter, je fais des dessins sur OM Forum. Et voilà, bah, le dessin, c'est mon métier, j'adore dessiner. J'adore aussi l'OM. Ça aurait été un peu débile que je concilie pas ces deux passions à un moment ou à un autre. Et ça s'est fait hyper naturellement. Voilà. Ouais, et FX a une question pour toi, ça. Oui. Ouais, il a commencé limite à y répondre sur la fin. Donc justement, on a ta passion par rapport à l'émission, on a donc ton métier et ton histoire avec l'OM. C'est quoi ton histoire avec l'OM? Ah, bah comme tout, enfin, non, pas comme tout le monde, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont pas marseillais. Bah, né à Marseille, mon père il m'a mené au stade quand j'avais 4 ou 5 ans, et bah forcément, quand ton père il aime l'OM, toi tu aimes l'OM, et après tu vas au stade, et après, enfin voilà, tout se fait normalement. Les Marseillais qui m'écoutent, ou les Marseillais parmi vous, ils savent un peu ce que c'est. Voilà, après il se trouve que là depuis quelques années je suis très 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 loin de Marseille, je suis à Lille, enfin pas à Lille mais presque. Ah, tu étais au stade hier? Non 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 pas du tout. Et ben enfin c'est toujours avec l'émission c'est toujours un peu délicat. Ah oui, oui. Si je vais au stade après pour l'émission Ouais. Mais voilà, mais de toute façon je retourne très souvent à Marseille puisqu'il y a toute ma famille là-bas, donc oui, enfin rien d'extraordinaire dans ma passion pour l'OM, je veux dire de naissance comme beaucoup. Tes étoiles dans les yeux, c'était quelle époque? Premier match que j'ai vu au Vélodrome, il y avait Papin, Boli, Waddle, enfin voilà. Ouais, Ça vend du rêve. ça vend du rêve. Juste, bah vas-y, ZMP, je crois que c'est une question légère à poser à Pof. Ouais, s'il devait nous faire un classement entre ce qu'il préfère, entre l'OM, le dessin, les échecs et les analyses qu'il écrit, parce que je sais il a eu un grand succès pour ses analyses aussi. Ah, alors là, c'est une question dégueulasse. Non, je peux pas. Alors les échecs, c'est pas, je peux même pas dire que c'est une passion, mais ça ressemble à l'OM. Mon père, il joue aux échecs. Quand j'étais jeune, je le regardais jouer avec mon oncle, donc c'est ce qui m'a permis de te battre extrêmement facilement la dernière fois. C'est dit. Et donc, sinon, ouais, je peux pas classer l'OM, le dessin. Disons que tout, enfin, moi, je suis du genre à avoir plein de passions différentes, tu vois.
Donc après, pour faire une échelle, parce qu'il y a le dessin, donc il y a l'OM, mais il y a aussi la BD, mais la BD en tant que lecteur, l'animation, la musique, je joue un peu de musique, enfin voilà, j'ai plein de passions, des échelles de valeur, ça me gonfle. C'est ce qui forme un peu ton équilibre à toi personnel, tout simplement. Ouais, c'est un peu gonflant de dire je préfère le dessin que la musique, je préfère la musique que l'OM, je préfère l'OM que non. Ça dépend beaucoup aussi des périodes. Il y a des périodes où je vais être à fond, je vais jouer beaucoup de musique. Il y a des périodes où je vais dessiner, je dessine forcément tous les jours, c'est mon métier ou presque. Mais ouais, il n'y a pas vraiment d'échelle de valeur. Alors, il y a deux. Comment dire on va finir sur deux questions, après on passera à ton bouquin. Mais il y a Ike Hendry qui demande est-ce que cette fin de série des presque buts ne sera pas un élément déclencheur pour la suite de la saison? Ah, c'est terrible. Les fameux presque buts, on n'en voit plus depuis au moins 2 matchs. Les presque buts de Rolando, puisque ceux qui écoutent en mobile micro, ils savent qu'il y a normalement un presque but de Rolando sur corner Ouais. à chaque match. Et là, ça fait 2 ou 3 matchs qu'il n'y a pas de presque but de Rolando. Alors moi, je suis très inquiet. Parce que on n'avait pas eu beaucoup de corners contre Paris, me semble, et parce qu'il n'y avait pas Payet pour tirer les corners et que Thauvin c'est une catastrophe. C'est possible. Il y a eu un presque but d'Abdenour à un moment, donc ça m'a un peu rassuré. Mais j'attends le retour du presque but de Rolando qui se transforme un jour, pourquoi pas, en but. À voir. Alors, ouais, je pose encore deux questions. Il y a une question de Moz84. Quel type de foot tu t'engages à faire si un jour Zambo marque une louche? Alors oui, ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore les louches. Je trouve que c'est un geste sous-exploité dans le football. Quand je joue au foot, je faisais tout le temps des louches. Je trouve ça super, imprévisible. Enfin, j'adore les louches. Je milite pour les louches dans le foot. Bah, d'ailleurs, si comment il s'appelle, Bouna en avait fait une, on aurait gagné contre Paris. Voilà. C'est possible. Et franchement, Zambo, je me pose la question à chaque fois parce qu'à chaque fois qu'il est proche de marquer ou qu'il est aux abords de la surface, je me dis putain mais c'est mon idole, j'en fais des caisses avec lui comme c'est pas possible. Mais attends, mais le jour où il marque, mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais même pas ce que je vais faire le jour où il va marquer. Je vais faire un AVC, je vais hurler, je vais faire une émission entière que sur ce but. FX, tu veux rajouter quelque chose? En dessous de la louche, pour moi, il y a le ballon piqué, la pichenette. T'as pas remarqué que dans le foot moderne, il n'y en avait plus? Parce que si t'as connu le foot dans les années 90, c'était l'arme fatale. Tout à fait, mais la louche, je parle pas de louche en tant que tir, hein, je parle de louche dans le jeu. Hop, Oui, petite louche, quand le mec il part, hop, tu lui fais la petite louche, le ballon piqué, oui, du même acabit. Mais la louche, c'est encore moins utilisé, sous. Ouais, et je vais poser la dernière question, c'est une question de moi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu te fais ban à chaque fois à Rocket League? Bah écoute, parce que à Rocket League, les gens ils jouent n'importe comment. Alors au début tu tolères, tu dis bon allez bien joué, c'est pas grave, on va progresser, et au bout d'un moment tu lâches l'affaire et tu les insultes. Après forcément, ou alors des fois c'est le contraire, ils t'insultent. Alors bon comme tu es cordial, tu les insultes en retour. Mais après si les gens ils te signalent, moi je signale personne, je suis pas comme ça, je suis pas une pute. Et du coup voilà, après tu es signalé, tu te fais bannir 24 heures et puis tu peux pas jouer. Voilà, c'est terrible. Je C'est pense terrible. on est tous d'accord pour dire que c'était la question la plus intéressante. Hein, Ouais, clairement. Incontestablement. J'aurais pu y passer plus de temps. Ouais. Donc je vous passe à l'écran, donc il y a un petit délai de 30 secondes, mais vous allez voir tout de suite, c'est le bouquin que tu vas bientôt sortir, c'est ça, Pof? Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Peut-être dire un prix si tu as le droit, je sais pas trop. Enfin voilà, est-ce que tu veux nous en parler tout simplement? Bon, le prix, alors je vais vous dire qu'il coûte moins de 16,90€. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il coûte moins que 16,90€? Il coûte moins que 16,90€. Ah, et c'est plus parfait. que 15,01€. Bon, ça marche. Non, c'est un bouquin. Alors c'est pour la petite histoire, c'est Talent Sport, donc éditeur que vous connaissez peut-être puisqu'ils viennent de sortir une autobiographie de Neymar. Désolé, hein, mais Bien joué. je ne savais pas quand je me suis engagé. Donc pour la petite histoire, c'est eux qui m'ont détecté, qui m'ont trouvé sur Twitter. Ils m'ont envoyé un message privé sur Twitter. Ils m'ont fait 2-3 propositions de BD, etc. que j'ai refusé parce que c'était pas trop mon style. Et il s'est trouvé qu'ils avaient un projet de bouquin pour enfants. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Ça m'intéressait vachement. Ça collait pas mal avec ce que je faisais. Donc c'est pour enfants, mais pas forcément pour petits enfants. C'est un bouquin qui présente les femmes emblématiques dans le sport de tout temps, hein, puisqu'il y a la première médaillée aux Jeux Olympiques en 1900, je sais pas combien. Enfin, il y a des sportifs que j'ai eu du mal à dessiner parce que toutes les photos étaient en noir et blanc, donc c'était pas évident.
Et voilà, c'est des présentations avec des anecdotes, tous les palmarès, donc les dessins, les présentations, il y a un peu tout, et voilà, c'est un joli petit cadeau de Noël, ça sort le 15 novembre normalement, Bah, et chez serait Talent Sport, inutile Talent Édition. de préciser que achetez-le, et puis si vous avez des enfants, achetez-le encore mieux, plus. Et je crois que FX a une blague très très limite à nous dire. Vas-y FX, tu sais qu'il y a de la Allons-y. liberté d'expression. Vas-y. Bah, je sais pas, un livre sur les enfants, pour les enfants, t'es parti à Lille, moi je fais un rapprochement, quoi, maintenant que t'es dans le Nord. Bien joué FX. Donc la semaine prochaine, FX est viré. Donc on va passer à la partie 5. Oui, rapide. Akian. Vas-y, Akian. Rapide, c'est juste pour dire que je suis content, Pop, de ce bouquin. Je viens de le découvrir, en tout cas, que tu faisais ça. Mais c'est bien ce que tu milites pour ce que j'aime, c'est-à-dire le sport féminin, notamment le foot féminin. J'adore ça, donc bravo, c'est bien, impeccable. Félicitations, je déteste le foot féminin. Ah, mais merde. Alors, fais chier, et merde. Tu remontes dans mon Mais estime. attendez, quoi. mais achetez quand même le bouquin, hein. Oui, achetez-le, mais- bien mais- sûr. Mais je déteste le foot féminin. Voilà, On va passer- on va passer- plus sérieusement, pour pas que je me fasse des ennemis, je déteste pas le foot féminin. Au contraire, c'est une très bonne chose qui est le foot féminin. C'est juste que je trouve ça médiocre à regarder, pour l'instant. Je trouve aussi, pour ma part. Aussi. Juste pour vous dire que vous pouvez aussi retrouver POF, n'oubliez pas, sur OM Forum, c'est ça? Tout à fait. OM Forum, sur la chaîne YouTube OM Forum et sur son arrobase POF28. Voilà, tout simplement, Absolument. si vous ne le connaissez pas. On va passer à la partie 5. Et cette fois-ci, on va un petit peu pour la causerie parler du TweetOM Talk Show, puisque nous avons enfin passé, après je crois 20 émissions, non on en est à 18 émissions ça, la barre des 1000 abonnés, donc Bravo. merci, et on vous remercie vraiment très très fort, parce que quand on s'est lancé là-dedans, on s'est pas dit qu'on allait cartonner ou quoi que ce soit, bon on cartonne toujours pas énormément, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir que vous nous suivez semaine après semaine. On voit qu'il y a un petit noyau dur, et même sur le replay, parce que je sais que on est aussi écouté en replay. Et vas-y, Et merci Isabelle. aux 10 256 personnes qui nous écoutent actuellement, on vous aime tous. Non, mais arrête de dire n'importe quoi, tu oublies un 0, 100 000. Exactement. Non, Et mais tu peux préciser que le replay marche quand même très bien globalement. Hein. c'est vrai, le replay marche plutôt pas mal. Parce Le qu'on replay est- marche toujours mieux. Ouais, mais Exact. après, je pense que quand on a décidé de commencer, on était content d'avoir les 50, 60 personnes qui étaient en live avec nous, et on préfère le faire avec peut-être certes peu de personnes aux yeux de certains, de gros médias mainstream, mais au moins on le fait avec plaisir pour ces gens-là aussi. Exact. On Donc, a démarré à 60 aussi, on mouille les micros. Voilà, donc, mais ça fait plaisir. En tout cas, et on est aussi très content d'être, de participer et de voir avec les autres qui font enfin, on est dans le même domaine, c'est-à-dire avec les autres tweetos qui ont fait aussi leur propre émission, qu'on soit en harmonie, ça c'est super, on se bat avec personne et on va tous dans le même sens, ça c'est nickel pour le coup. Et ça, comme on vous l'a promis, pour les 1000 abonnés, je vais lancer dans la semaine un petit concours pour gagner un superbe maillot de l'OM. Oh là là. Alors là, Floqué alors d'Ibril là. Cissé, et tu as le droit de Ah non. participer, Pof. Bah, du bol, Et si c'est, je c'est- m'en fous, moi. Et c'est le maillot magnifique orange. Voilà, je t'en dis pas plus. Personne va jouer là. T'as déjà là, tu viens de niquer le concours. là. Alors, Bon, c'est bah, peut-être, ça sera peut-être le ROS Khalifa aussi. Voilà. On verra. moi qui milite de partout pour gagner le nouveau maillot de l'OM, le Home, personne veut me le donner. J'ai et là, l'extérieur, on me mais donne je un le espoir. garde. Euh, Ça, par contre, Pof, on en reparlera. Mais je te dirai 2-3 trucs en off. Peut-être que tu auras l'occasion Ah, de tu vas me donner des sites. Tu vas me donner des sites avec des maillots à 15 euros pour Pas lui, du là, tout, avec, pas avec du le tout. flocage à l'envers et tout, je connais. Je t'expliquerai en off. Donc voilà, merci à tous en tout cas. On va passer donc à la dernière partie. C'est la dommage, on n'a partie pas 6. parlé de l'arbitrage. Mince. Ouais, bon, on pourra. C'est votre moment, le moment des questions, mais je crois qu'on a quand même été complet sur l'ensemble. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou sur le TweetOM Live, hashtag TweetOM Live. Donc on va commencer tout de suite avec une question de Joseph Joestar. Bon. Mitroglou et Germain, erreur de casting, responsabilité de Garcia, les empêchant de jouer ensemble ou simplement mauvais. Donc petite phrase chacun, qu'est-ce que vous pensez de Mitroglou et Germain? Vas-y Akian. Qu'est-ce que je pense de Mitroglou et Germain? Erreur de casting? Non. C'est juste qu'il faut savoir les utiliser au bon moment et de la bonne façon. Et hier, j'aurais peut-être voulu
vu que Payet était justement absent, et je crois qu'il y a d'ailleurs un de nos auditeurs qui en a parlé tout à l'heure, on fait, quand on n'a pas de numéro 10, on joue au pire sans numéro 10, donc avec un système qu'il proposait, et moi j'aurais bien vu le petit 4-4-2 bien sympa qui, en tout cas, aurait fait du bien. Voilà. Vas-y, Pof. Ah oui, mais bien entendu, moi je voulais en parler tout à l'heure, mais on n'avait pas trop le temps, ça tombe bien. On parlait de est-ce qu'on met Sanson, alors Payet t'es pas là, mais est-ce qu'on met Sanson ou est-ce qu'on met Lopez en 10? Ben non, on met aucun des deux. On joue en 4-4-2 avec Germain Mitroglou, 4-4-2 à plat, c'est l'occasion ou jamais de jouer comme ça puisque Payet est absent. Et après voilà, après tu as ta formation, après tu mets Zambo et Gustavo, et après soit tu mets Sanson à la place d'Ocampos en te disant qu'il est pas bon ailier, mais dans un 4-4-2 il peut peut-être repiquer au centre, soit tu considères que Germain il va décrocher un peu et il va jouer un peu le rôle il va un peu rayonner au milieu. Mais pour moi, c'est comme ça qu'il fallait jouer. Et en plus, avec Bielsa qui aime pas les deux attaquants, c'était pour moi parfait. Et pour moi, et je conclue sur ça, pour moi, la formation idéale de l'OM, ça peut très bien que ce soit démodé et Reingard, tout ce que tu veux, mais ça peut très bien être un 4-4-2 losange avec Payet en 10 et Germain Mitroglou devant. Exactement. On va un petit peu avancer. Je vais essayer de faire 2 réponses par question, comme ça on enchaîne un petit peu. Question de Mysterious Fada. Salut à tous. Pensez-vous un possible départ d'Evra cet hiver? Parce que là c'est plus possible. ZMP, toi qui n'as pas répondu. Vas-y. Non, absolument pas. Pour moi, c'est sûr et certain qu'il finit la saison. FX. Pof aussi. Moi, je pense pas, j'espère. Voilà, c'est tout. Non, je suis d'accord, il va rester, il va toucher son salaire. Allez, on prend. Ouais, je suis d'accord. Et Bedimo aussi d'ailleurs. Donc, question de Olympien. Est-ce que sans Payet, cet OM est sans talent? Akian. Non. Au contraire, parce que quand Payet joue, il y a des fois on critique parce qu'il fait pas assez le jeu, etc. Donc moi je pense que c'est juste une question de mentalité, parce que hier, les 5-10 premières minutes, il y avait quelque chose d'intéressant, et quand on crée le jeu, il y a quelque chose dans cette équipe, donc non, je suis pas d'accord. Ok, est-ce que quelqu'un veut rajouter une petite phrase sur cette Pas question? d'accord aussi, il n'y a pas que Payet qui a du talent dans l'équipe. C'est un scandale cette question. Calme-toi, Olympien. ZP. Non, mais quand même, super dur quoi. Il faut se contrôler un peu, monsieur. Et il a écrit ça juste après le match, il devait avoir la haine. J'ai trouvé la question sublimement bien formée, moi. Alors, oui, moi aussi, pareil. Alors, une question un talk ne serait pas le talk sans une question de Energizer, bien sûr. D'après vous, pourquoi n'arrivons pas à contrôler entièrement le match depuis le début de la saison? Pourquoi on n'arrive pas à contrôler le match depuis le début de la saison? On le savait. Voilà. Si on le savait, peut-être parce que justement on refuse de faire vraiment le jeu, de vraiment vouloir pousser les efforts là-dedans. Parce que si quand tu marques, tu décides de reculer parce que tu n'as plus envie de jouer, ce que j'appelle ça une faute professionnelle, effectivement tu peux pas contrôler le match de A à Z. Alors que si tu continues à jouer, peut-être que tu te mets dans des positions délicates pour les contre adverses, mais en tout cas au moins tu essayes de jouer. Là, quand tu t'arrêtes de jouer clairement, et ça s'est vu hier, on est passé de blanc à noir d'un coup, c'était visible. Donc oui, tu peux pas dominer un match de A à Z, c'est pas possible. Olympien, c'est le deuxième compte de Hakan, je crois. Non. Mais pas du tout, arrête. Parce qu'il est très virulent, lui aussi. Faute professionnelle, on s'arrête de jouer parce qu'on a pas envie de jouer. J'ai qu'un compte et non, mais non, arrête, il est d'accord, c'est tout. Non, mais il y a plusieurs facteurs de réponse malgré tout à ça. C'est l'instabilité qu'on a eue depuis le début de la saison, parce que finalement, un prépa, mais des joueurs sont arrivés tard, des joueurs sont arrivés dans l'urgence, un système qui a modifié, à ma vie qui arrive finalement encore plus tard pour s'installer. Il y a Zambo aussi qui arrive finalement un petit peu sur le tard, en plein cœur de l'effectif et des titulaires. Donc pour l'instant, il n'y a pas de stabilité, donc du coup, ça se ressent aussi sur le terrain. Hein. Donc c'est sur le collectif. Et il y a un problème de motivation pour moi, surtout de Garcia, qui a du mal à transcender ses joueurs et à les motiver, notamment au début des matchs. Après, il est obligé de se reprendre à la mi-temps en leur hurlant dessus, mais ça va un peu mieux ces derniers temps, mais pour moi il y a un problème dessus. Allez, je prends encore 4 questions, on essaie d'y répondre un petit peu plus vite et après on conclut là-dessus. Donc question de Cédric, notre ami Cédric. Pourquoi les parkages peuvent-ils être un lieu de non-droit? Donc ça je pense que tu peux en parler parce que tu y es et que tu avais déjà fait un coup de gueule là-dessus lors d'une causerie. Je crois que c'est parce qu'en fait Cédric voulait prendre des photos, je sais pas trop quoi, dans le parkage et qu'il s'est encore une fois... Non mais manifestement Cédric est encore dans le même état qu'il était hier soir, c'est-à-dire un état un petit peu d'ébriété, parce que
on a fait une causerie là-dessus. C'est notre plus fidèle auditeur, donc il sait déjà la réponse puisque j'en ai déjà parlé. Donc voilà. Ouais, bah, voilà. En gros, il voulait juste souligner le fait que plus les parkages, voilà, c'est dommage que des gens t'insultent parce que tu veux sortir prendre une photo. Voilà. On l'a Il y déjà avait pas une fait. histoire avec les CRS ou je sais pas quoi, parce que je crois qu'à un moment il parlait de ça justement dans le parking ou quoi. J'avais Non, compris non. que c'était par rapport à ça. C'est pas ça. Ça, c'est l'organisation, je crois, de D'accord, l'île ok. directement, je crois. Non, C'est ça ça. c'est l'organisation globale du parkage hier soir qui est calamiteux. Mais ça c'est propre à Lille et c'est la direction du club. Hein. C'est même pas préfectoral. Donc voilà, je vais leur envoyer un petit message ce soir. Mais franchement, le LOSC allez vous faire foutre une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc, message là-dessus, merci, Effie. Question de Audley. Audley aussi fidèle auditeur ou auditrice, pas trop. Notre nombre élevé de cartons, c'est pas en partie du fait que le bloc soit 10 juin, et pourquoi est-on si mauvais dans le jeu sans ballon? Voilà. Moi, je pense qu'on n'arrive pas à se placer pour justement faire un pressing efficace sans forcément forcer, juste être assez proche des joueurs adverses qui vont être les premiers relanceurs ou les premiers à vouloir recevoir le ballon. Et hier, c'était flagrant parce que dès qu'un joueur de Lille recevait le ballon, il avait juste à se retourner, il avait déjà 2 ou 3 solutions à un moment donné, donc c'était facile. Et on n'est pas assez près de nos adversaires, on doit courir, voire limite faire un sprint pour arriver sur l'adversaire, sur le porteur du ballon. Et ça, c'est pas normal, on devrait être un maximum de mètres. Je suis assez Non, d'accord. manque de pressing aussi. Oui. Quand tu joues pas le pressing, t'es dépendant des interventions individuelles, et interventions individuelles, ça fait souvent faute et souvent carton. Le jeu sans ballon, c'est le souci du défi et donc ça c'est quand même un problème de consigne du coach. Juste Pour les aussi, cartons, je voudrais veux juste rajouter un dire. truc. Vas-y, Zé. Ah, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Moi, je pense aussi qu'il y a un délit de sale gueule parce que Gustavo il fait une petite Oui. faute et il prend un jaune. Oui. Voilà. Oh oui. Oui, Après, ça c'est sûr, sur Gustavo, c'est sûr. Mais il y a quand même pas mal de joueurs qui compensent le fait de pas savoir défendre par un excès d'engagement quand même. Oui. Faut quand même Ça le arrive dire. aussi. Si on a autant de cartons, c'est pas pour rien quand même. Lopez très souvent. Hier, Ouais, l'arbitre, il c'est- avait déjà mis 2 ou 3 cartons jaunes pour l'OM que Lille n'avait pas pris et les tacles méritaient tout autant pour Oh, Lille. ouais. J'ai trouvé C'est ça vrai. inadmissible. Hier, j'étais fou. Shindou m'a dit, enfin Julien m'a dit, on n'en parle pas trop parce que voilà, mais hier, j'étais vraiment dans une colère noire. Non mais c'est vrai, mais Evra doit pas finir le match. Non, ça je suis d'accord. Pour Evra, là, il y a pas de problème. Pour moi, Evra doit prendre un rouge. Par pour contre, eux aussi, les arbitres en Ligue 1 sont vraiment tous, oui, bien sûr. ou plus ou moins tous mauvais. Et par rapport aux arbitres étrangers, il y a un problème, je pense, tout simplement psychologique à parler avec les joueurs. Et quand ils arrivent, en fait, hier sur le Canal Football Club, pour une fois, je vais en parler en bien. Il y a eu un petit reportage, je me souviens plus le nom du joueur, c'était Leonardo. Enfin bref, on s'en fout. Le mec qui disait que les arbitres justement français voulaient se prendre pour les patrons. Et c'est un gros problème parce qu'à l'étranger, surtout en Angleterre, ça se passe pas comme ça. Ils arrivent, ils saluent les joueurs, etc. Ouais, parce que les arbitres en j'ai appris Angleterre hier, hein. sont copains avec les joueurs. Voilà. Il leur arrive de sortir ensemble, etc., de se croiser, machin. Ils sont plus dans une relation de potes. Enfin, c'est pas non plus des meilleurs amis du monde. Hein, ils sortent pas tous les dimanches ensemble, mais ils sont plus dans cette relation-là que comme en France, où en France ils viennent faire leur petit chef. Là, les arbitres, c'est insupportable. C'est exactement ça. Allez, je prends la dernière question parce que là c'est vraiment tard, on a vraiment dépassé pour le coup. Désolé pour ceux qui ont posé des questions qu'on pourra pas y répondre la prochaine fois, vous inquiétez pas, n'oubliez pas de reposer vos questions sur le hashtag #TutoMLive. Donc dernière question de Ruffy Deville. Est-ce que Garcia va un jour arrêter ses changements pourris à la fin de match? Ah oh, putain, oui. bonne La question que j'ai kiffé et que j'ai Ouais. mis parce que je voulais vraiment qu'on en parle, enfin, je laisse les autres parler parce que j'ai beaucoup parlé, mais je trouve ça inadmissible ces changements. Ça sert à rien. Alors moi je vais juste dire que beaucoup n'ont pas compris le dernier changement de celui d'Abdenour, mais à un moment donné, je pense qu'il a senti que le match n'allait pas basculer, qu'on n'allait pas marquer un but, qu'il s'est dit qu'on allait plutôt fortifier le jeu, et il faut pas oublier qu'un changement ça fait perdre un petit peu de temps. Voilà, c'est pas toujours les 30 secondes sont pas toujours ajoutées par l'arbitre, même si là l'arbitre avait 5 minutes, tu sais toujours pas pourquoi. Ah non, Et non, aucune idée. Tu réponds à ma question. donc je pense que dans l'esprit de Garcia, c'est de se dire je bétonne le jeu derrière et tant pis parce qu'on ira de toute façon pas remarquer derrière et voilà. Si Ouais, vous mais avez c'est un œuf débile. différent- C'est des changements d'enfants en bas âge, ça. Tu fais pas Oui, sortir un offensif pour faire rentrer un défenseur central. Et Je c'est dis pas en pas que c'est ce que empilant les j'aurais fait, défenseurs hein. c'est pas en empilant les défenseurs que tu défends mieux. Enfin, je veux dire, je vais pas apprendre ça à Garcia. Moi, Garcia, il le sait très bien. Mais alors, pourquoi il fait ça à chaque fois? Pourquoi il rajoute tout le temps des défenseurs? Ça n'a aucun sens. Ouais, Gunther pour finir. Moi, et c'est Fix. une réaction certes débile, mais quand il fait des changements comme ça, c'est véridique, je le dis devant mes potes, ils me regardent les yeux, je dis, ben voilà, maintenant j'ai envie qu'on fasse match nul.
Ça me rend fou, mais ça me sidère. Je supporte pas quand on a fini avec Camara, Abdenour, Rolando, Rami, Zambo, Gustavo. Tu veux quoi? Tu veux encore d'autres? Dans ce cas-là, mais pas Dorian en tribune. Moi, je supporte plus quand il fait des trucs comme ça et un jour, Pareil, on va pareil. coûter cher, ça va nous coûter cher. Bah, Camara a failli nous coûter le match hier. Oui, mais c'était compliqué, franchement. Le Quand faire on, aura rentrer, 8, quand on aura 8 défenseurs centraux qui font tous 2 mètres et qu'on prendra un but sur corner, tu vas voir comment on va rigoler. Ah, c'est pas déjà été fait? Ah si. Vas-y, vas-y FX pour finir. Un petit coucou à René qui est pas là. Donc par rapport à mon Est-ce coup que- de sang de tout à l'heure, vas-y. Attends, juste un truc, est-ce que vous trouvez pas que sans René, le talk est meilleur? Coucou René. Non, c'est pas vrai, il nous a manqué parce que il y a la petite patte belge quand même qui était pas là. Et Ah, non, c'est bien dommage. il Je nous manque. rigole, bien évidemment, Non. je rigole. Je voudrais quand même continuer ma dédicace auprès de lui parce que donc justement par rapport à mon coup de sang, il faut aussi que j'explique que mes copains qui ont aussi payé une place que le LOSC tarif assez cher sont rentrés à une demi-heure du match déjà de fait. Donc ils n'ont pas vu le but, ils n'ont pas vu ce qu'il y avait de mieux à voir de la soirée. Et voilà, c'est vraiment déplorable dû à l'organisation du LOSC avec le parquage marseillais. Voilà. Ouais. Bah écoutez, moi je pense que ça va être tout pour ce soir. Encore une fois, je vous remercie d'avoir participé à ce talk et on est très heureux que vous soyez là. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est important pour nous aussi d'avoir des gens pour nous suivre parce qu'on fait ça aussi pour vous. Et en tout cas, moi je tiens à remercier Pof qui était très bon ce soir, encore une fois. Excellent. Et même. je vous donne rendez-vous. Ouais, pour- tout petit mot. Vas-y, Pof. Bravo à vous pour avoir monté ça parce que du coup je sais très bien ce que c'est de monter un truc de 0 ou presque de 0. Il y a des gens qui vont vous dire ah c'est pas bien, c'est nul, etc. Écoutez rien, écoutez personne parce que en fait les gens ils savent pas ce que c'est le boulot derrière de bosser toute une journée ou toute une semaine, enfin pas toute une semaine entière mais de monter l'émission, de rassembler tout le monde, de faire la technique, de faire les slides, de faire les machins. Les gens ils savent pas ce que c'est donc rien que pour ça, rien que le temps investi, bravo les gars, super continuez. Merci. Merci beaucoup. Ah bah, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt à lundi prochain. Et À allez, bientôt. Allez, Bisous à ciao. tous. Salut.